bonsoir tout le monde, bienvenue à la librairie Chien sous la Lune, encore une fois. On a de chance ce soir qu'il fait beau, j'espère que vous n'avez pas froid, ça va? Parce qu'on n'arrivait pas à se décider, est-ce qu'on le fait dehors ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont frileux? Non, ça va. Ce soir, on a grand honneur et plaisir à accueillir Clément Camard-Mercier. Bonsoir. Merci Clément d'avoir venu. Merci de votre invitation. D'aussi loin. Aussi loin, ça va. Bon, je vais faire vite fait, je te laisserai un peu plus parler de toi, mais moi, qu'est-ce que je sais que c'est, t'es romancier, dramaturge. C'est ça. 2 romans. Deuxième roman. Deuxième roman, Tentation artificielle, et Première fois en Picardie. J'ai dû venir un moment, mais première fois ici en tout cas. Bon, est-ce que toi, tu peux te présenter un peu plus et dire des choses que nous, on ne connaît pas sur toi? J'ai un chien. Ça, on ne sait pas ça. Non, on ne sait pas. Moi, j'ai appris aujourd'hui, mais bon. Il s'appelle Michel. Voilà. Non, je m'appelle Clément Camard-Mercier, oui, donc je suis romancier. Alors, dramaturge, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui écrit les pièces de théâtre, ou aujourd'hui, c'est aussi ceux qui assistent les metteurs en scène, disons, pour leur apporter un plus intellectuel. Donc, on fait des recherches sur la pièce quand on ne monte pas un texte de moi, et j'essaie d'être garant du sens de la pièce. Donc, je participe à des projets de théâtre. Et je suis traducteur aussi de l'anglais élisabétain, donc ça c'est ma spécialité. Je traduis Shakespeare en gros, ça veut dire. Hein. L'anglais élisabétain, il ne reste pas grand-chose d'autre. Il y a quelques autres auteurs, mais qui sont très peu joués, c'est dommage. Et voilà, donc des metteurs en scène m'appellent pour que je fasse des nouvelles traductions, souvent les 48e des pièces, mais je pense que c'est important de retraduire à chaque fois Shakespeare. Pour ceux qui vont au Festival d'Avignon cet été, j'ai 3 Shakespeare qui seront joués, 2 dans le off, un dans le in. Et voilà pour mon activité. Avant, j'étais prof à la fac. Et puis, dès que j'ai pu fuir le monde universitaire, je l'ai fait. Et voilà, j'écris en ce moment mon 3e roman, toujours chez Axe Sud. Et il y a des nouveaux invités. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Rien, j'ai 38 ans. Bonsoir madame, allez-y. Je suis marié, j'ai une petite fille qui me manque. Elle est en Bretagne en vacances. Je viens juste démarrer. Je comble. Bonjour madame. Mon chien s'appelle Michel parce que le chien de Michel Houellebecq s'appelle Clément. Voilà. Et comme c'est un écrivain que j'aime beaucoup, je lui ai rendu l'appareil. J'étais pas là. Voilà. Bon, on est principalement là ce soir pour parler de ton dernier roman. Voilà, parlons de choses sérieuses. Sérieuses, très sérieuses. Ça s'appelle Tentation artificielle. Tout à fait. Ça parle de ces machins qu'on appelle intelligence, qui est tout sauf ça. Enfin, ça ne parle pas vraiment de ça. Non, bon, pas vraiment, non. mais ça aborde l'époque en fait dans laquelle on est. Et moi, c'est vrai que c'est un roman qui m'avait beaucoup plu et qu'on a déjà discuté un peu avant, mais que j'ai trouvé parfois assez drôle. Parfois, j'espère souvent. Parfois, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi ces sujets, pourquoi cette personnage bizarroïde, obsessionnel, démiurgique, voilà, à nous présenter un peu ta vision de cet roman-là. Je vais présenter le livre rapidement. Exactement. Et après, parce que les sujets, franchement, j'ai l'impression plus que c'est les sujets qui me choisissent plutôt que moi qui choisis les sujets. Il y a un moment, ça peut venir d'une discussion avec un ami, d'un article de journal, je sais pas. À un moment, je me dis, ah tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus. Donc ça, je sais pas pourquoi. Alors, il se trouve que c'est un sujet actuel. Évidemment, tout le monde en parle, mais très rarement sous la forme du roman. Mmh. Moi, je crois vraiment dans la fiction. Je lis quand même des essais, etc. Mais je pense que c'est très important que la fiction se saisisse des sujets parce que parfois, la fiction, la vraie, hein, pas le témoignage, l'autofiction, etc. Même s'il y a des auteurs que j'admire qui font ce genre de livres, ce n'est pas mon genre. Voilà, l'idée d'inventer une histoire pour se saisir d'un sujet contemporain. En tout cas, ça a été... Mes 2 romans sont partis de là. Le premier était sur l'addiction et le deuxième est plutôt sur la moralité et les outils numériques. Voilà, disons ça. Donc c'est l'histoire de Jérémy. Jérémy est un codeur informatique qui conçoit des algorithmes. Alors déjà, moi, j'étais absolument pas spécialisé dans ce genre de choses. On entend beaucoup parler d'algorithmes
Je ne savais absolument pas ce que c'était avant d'écrire le livre. Donc j'aime aussi que les lecteurs et les lectrices apprennent des choses de manière ludique. Ce n'est pas du tout un livre pour spécialistes, comme moi je ne l'étais pas. Donc j'aime cette chose-là était important, je trouvais, de essayer de manière ludique de raconter ce qui occupait la plupart de notre temps devant des écrans aujourd'hui, de plus en plus large ce temps, c'est de plus en plus inquiétant évidemment, et comment alors les algorithmes, très simplement les algorithmes numériques, parce que l'algorithme ça date il y a très longtemps, c'est juste un outil mathématique qui permet de résoudre un problème le plus rapidement possible, c'est ça un algorithme, hein. Il y en avait bien avant Internet, même le boulier peut être un algorithme finalement, ça nous permet de compter. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir globalement comment les choses nous sont proposées, pourquoi des choses nous sont proposées, souvent sous forme de publicité, mais aussi d'autres choses, sur les sites de rencontres, par exemple, il y a une scène de sites de rencontres où on croit que sur ces sites de rencontres, on nous propose des gens au hasard, mais pas du tout. On nous propose des gens par rapport à notre personnalité, mais comment les outils numériques cernent notre personnalité. Donc, ils ont accès à ce qu'on a acheté avec notre carte Visa, au site internet qu'on a consulté. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut cerner une personnalité avec l'outil numérique, sachant qu'aujourd'hui, il paraît qu'avec une dizaine de likes sur les réseaux sociaux, par exemple, avec une dizaine de sites consultés même, on peut savoir évidemment le sexe, l'orientation sexuelle, l'orientation politique des personnes très très rapidement. Hein, voilà. Donc ça, c'était des choses qui m'intéressaient. J'avais écrit une pièce de théâtre dessus parce qu'on m'avait commandé une pièce de théâtre sur les algorithmes des sites de rencontres il y a 5-6 ans. J'avais commencé à m'y plonger. Et alors pourquoi ce personnage, je vais y revenir, c'est que quand j'ai écrit cette pièce, qui était une pièce pour jeune public, qui devait être jouée dans les lycées, où je leur parlais un peu de l'algorithme de manière très très ludique, je me suis dit, mais qui fait ce genre de choses? Qui invente ce genre de choses? Parce que franchement, il faut être très cynique, très intelligent aussi, il y a un mélange de génie et de cynisme que je trouve qui représente vraiment notre société actuelle. Et je me suis dit, mais franchement, je ne sais pas qui a ces idées absolument improbables. Et je me suis dit, ça ferait un bon personnage de roman. Donc c'est parti voilà, d'une commande, finalement, d'une chose très concrète. On me demande d'écrire un truc sur un sujet dont je n'avais aucune idée. Et puis, c'est pas le sujet qui m'intéresse, là, cette fois-ci, c'est le personnage. J'aime vraiment partir des personnages. Je me suis dit, mais alors qui fait ça? Et donc, j'ai inventé un personnage, donc ce Jérémy, donc, qui est codeur informatique, donc il code des algorithmes pour des réseaux sociaux, des plateformes de vidéos, tout ce qu'on veut qui a besoin d'algorithmes, parce que les plateformes de vidéos, évidemment, vous proposent des prochains films à regarder, mais comment elles vous proposent ces films-là, ça m'intéressait encore une fois. Et donc, j'ai inventé ce personnage qui est seul, dans une grande maison qu'il se fait construire, une villa, qui est très, très célèbre dans son métier, très, très riche, qui est vraiment une sorte de démiurge. Le mot est bon, hein, puisque ces gens-là ont extrêmement de pouvoir. C'est vraiment si la 5e colonne, c'est la presse, la 6e maintenant, c'est vraiment les concepteurs d'algorithmes, les codeurs. En gros, il y a 30 personnes que vous ne connaissez pas qui dirigent le monde. Et ils sont souvent jeunes et habitent en Californie. Donc, lui habite en France. C'est une star dans le milieu, il est en freelance, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un grand organisme, il vend ses services au plus offrant, et il découvre, le livre commence comme ça, il commence à avoir des petits problèmes de santé. Alors ça, c'est très très important, des problèmes de santé, pas graves, mais très chiants, comme lui dit son ophtalmo, un chalazion, un kyste, une tendinite, une sinusite, toutes ces petites choses qui viennent dérégler le corps, et ça commence à l'énerver, pourquoi ? Parce que le corps humain est fait d'une certaine manière que parfois on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Il pense qu'il y a un lien entre toutes ces maladies, sauf qu'il n'y en a pas. Et pour lui, c'est inconcevable de ne pas expliquer les choses, puisque le culte du numérique, la pensée numérique, veut évidemment que tout soit efficace, efficient, et tout aussi doit être utilisé à son plein potentiel. Ça, c'est très important. Moi, j'utilise un ordinateur pour faire du traitement de texte, par exemple, mais je l'utilise qu'à 5%. Ce qui est honteux pour un informaticien. Il faut que tout soit utilisé au plein potentiel, et lui découvre la finitude, le pourrissement de son corps, et ça le met face à une problématique humaine qui est très claire, c'est que nous sommes très fragiles malgré notre intelligence, et ça va remettre en question finalement
toute sa vie et pourquoi il fait ce métier-là. De médecin en médecin, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive et ça va l'amener jusqu'à une retraite spirituelle dans l'abbaye de Solesmes, retraite spirituelle pour écrire le livre que j'ai fait moi-même en allant là-bas chez les moines bénédictins qui vivent encore donc reclus dans cette belle abbaye. Et là-bas, il va se persuader d'être possédé par le diable en disant c'est en fait, il a trouvé la raison de ces petites maladies. Il s'est pas dit c'est pas de chance, il s'est pas dit c'est pas grave, il s'est pas dit c'est juste des problèmes de santé basiques qui arrivent à la quarantaine. Des fois, à se poser les questions s'il est hypocondriaque aussi. Ouais, ah oui, ça on peut, mais il n'est pas vraiment hypocondriaque parce que les hypocondriaques normalement ils n'ont aucun résultat sur les scanners, etc. Lui, il a des petits trucs. Voilà, les problèmes existent vraiment. Voilà. Et surtout, l'hypocondriaque a peur d'avoir des maladies plus graves, ce qu'il n'a pas. Il ne risque pas du tout de mourir, il a juste ces petits problèmes. Et donc, à l'abbaye, il va découvrir cette solution assez étrange d'être possédé par le diable, qui va lui être soufflée par un livre qu'il découvre dans la bibliothèque de l'abbaye. Et il va trouver ça très bien, en fait. C'est-à-dire, voilà, là, il a une vraie solution à ses problèmes. Et comme il est un peu mégalomane, égocentrique, et ben il se dit, oui, là, voilà une réponse à la hauteur de l'humain formidable que je suis. Et donc, ça va lui donner l'idée, finalement, de concevoir une intelligence artificielle de type ChatGPT, en gros, c'est-à-dire un modélisateur de langage, quoi, les LLM qu'on utilise, enfin qui sont à la mode en ce moment, c'est-à-dire vraiment des machines qui peuvent parler et répondre à des questions. Et il va essayer de concevoir un nouveau type de machine qui n'est pas loin finalement de ce vers quoi on se dirige. C'est une dystopie, mais pas vraiment, qui est censée répondre à tous les choix qu'on veut faire dans la vie, du plus simple, est-ce que je dois boire un café ou un thé, jusqu'à est-ce que je dois tuer ma mère ou pas à l'EHPAD. Et cette machine-là va répondre à tous les choix moraux, c'est-à-dire que l'homme ne serait plus qu'un corps et la machine serait plus ce qui lui permet de faire ses choix parce qu'il pense que l'être humain n'est plus capable de faire des choix. Et donc, il offre à cette machine, dans la dernière partie du livre, tous les choix de sa vie et il se fait cobaye de cette expérience, sachant qu'il va faire une intelligence artificielle, et ça c'est très important, sans aucun biais. C'est surtout parce qu'aujourd'hui, vous savez que ChatGPT a des biais quand même si parfois ça déconne un peu. Alors parfois, il y a des jeunes adolescents qui se suicident parce que ChatGPT leur a proposé de suicide. Mais bon, c'est censé être un problème, ça. Ils essayent de résoudre ces soucis-là, mais en gros, ChatGPT et les autres IA ont des barrières morales, soi-disant. Bon, faut voir qui fait ces barrières morales, mais il y en a quand même. C'est-à-dire qu'on normalement ne doit pas pousser au meurtre, au suicide ou à d'autres choses. Là, vraiment, il propose à l'IA de vraiment proposer, comme un bon algorithme, la solution la plus efficace à un problème donné. Voilà. Et il lui dit, tu peux me dire ce que tu veux, et moi je le ferai. Voilà un peu l'histoire du livre en plusieurs temps, en 3 temps. Voilà. Première présentation du personnage, deuxième temps à l'abbaye, et troisième temps avec son expérience d'intelligence artificielle. Le tout sous la forme de que j'aime, la tragicomédie. Je vais noter qu'il y avait du rire, et c'est vrai que souvent, on me dit c'est pas drôle, c'est plombant, tes livres sont très noirs, mais j'essaie, parce que c'est un genre que j'adore, la tragicomédie, de traiter non pas légèrement les sujets, mais toujours inclure du rire, de l'humour dans des sujets très tragiques. Ça, je pense que ça me vient de Shakespeare qui fait toujours ça. Et je trouve ça mieux que il y a la tragédie, il y a ce livre pour rire, il y a ce livre pour pleurer. Moi, j'aime bien essayer de faire les deux à la fois, mais ce qui est un peu un numéro d'équilibriste, qui ne marche pas tout à fait, parce que j'ai découvert que l'humour n'était pas universel. Voilà. Je pensais que tout le monde on riait tous de la même chose, et à force de livre en livre, je découvre que pas du tout. Si tu peux un peu plus parler, moi je trouvais ça surprenant, cette spiritualité de Jérémie finalement. Enfin, il n'est pas vraiment spirituel, mais il va décider d'aller vers ce monastère. Bon, à nouveau, c'est un truc un peu accidentel qui va finir là-bas. Accidentel, c'est un algorithme qui l'a conseillé. Je ne voulais pas dévoiler l'histoire pour les gens qui lisent. Oui. Mais en effet, il va partir là-bas et c'est bon. Tu dis que tu l'as écrit là-bas, je ne savais pas en fait. Je n'ai pas écrit là-bas, je suis allé là-bas pour quand même... Je suis pour la fiction, mais quand même pour que ça soit un peu
un Et ça peu tient la route. crédible. Voilà, comme je n'avais aucune idée de ce qu'était un monastère, je pouvais lire des choses, évidemment. Oui, mais ça m'intéressait. Pourquoi tu l'as envoyé au monastère, justement, Jérémy? Très simplement parce que dans nos sociétés, alors là, c'est plutôt les sociétés occidentales, mais il y a eu un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nietzsche, qui a évidemment constaté une sorte de ce qu'il appelle la mort de Dieu, évidemment, en tout cas une chute des spiritualités occidentales à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ce qui s'est finalisé après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que, évidemment, les enfants ne sont plus baptisés, les gens ne vont plus à la messe, parce que le christianisme était la religion ici, disons, d'actualité et courante. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que toutes les civilisations humaines, quelles qu'elles soient, il y a une chose qui les ont toujours réunies et qu'on a toujours vu, les anthropologues l'ont assez dit, c'est qu'il y a toujours eu des cultes. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec n'importe quels autres êtres humains qui ne s'étaient jamais parlé depuis la nuit des temps, depuis que l'homme s'est levé, si on est évolutionniste, et je pense qu'on peut l'être, en tout cas depuis que l'homme existe, depuis que Sapiens est là, il y a une chose qu'on partage, c'est un besoin spirituel, transcendantal, religieux, on appelle ça comme on veut. En tout cas, il y a ce besoin-là, il y a quelque chose qui fait que tous les êtres humains, à un moment donné, ont eu besoin d'avoir quelque chose au-dessus d'eux, ou à côté d'eux, s'il y a certaines spiritualités plus animistes, mais en tout cas quelque chose d'autre, d'extérieur, qu'on ne peut pas expliquer, qui est là pour répondre aux questions, finalement, qui n'ont pas de réponse. Alors, évidemment, les questions sans réponse, ce qui est beau, c'est qu'elles restent sans réponse, je crois, il y a la question de la foi, de la croyance, qui fait aussi la beauté de l'être humain, d'une certaine manière, quelle que soit la religion, le culte, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Je pars de Nietzsche, de ce constat-là, qui est présent un petit peu dans le livre, et je pense que depuis cette mort de Dieu, rapidement, il y a un trou, il y a un besoin spirituel qu'on a cru pouvoir combler. Alors pendant la Troisième République, ça a été avec la République, bon, ça marche moyen, je pense qu'on peut le dire maintenant. Voilà, il y a ce besoin qui est vide, et donc il y a une place. Il y a une place, et je crois qu'en ce moment, la place qui était accordée au sacré est en train doucement d'être prise par les nouvelles technologies. Alors ça ne veut pas dire que l'IA va remplacer Dieu, faire attention aux raccourcis comme ça, mais il y a une chose que je constate par exemple, très simplement, pour prendre les intelligences artificielles, 3 points très rapidement, et pourquoi donc j'ai amené la spiritualité dans le livre. Je trouve que par exemple, à qui avant on parlait, quand on avait un problème, ça s'appelait la prière avant. Bon, on avait un problème, on demandait de l'aide, etc. Globalement, c'était l'acte de prier, ou toutes les autres religions, évidemment, je ne suis absolument pas croyant, mais en tout cas, je constate, en bon anthropologue, qu'il y avait cet acte de pouvoir parler à quelqu'un qui n'est pas nous, qui est extérieur à la race humaine, et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, très simplement, c'est ChatGPT qui remplace quand on a une question, quand on veut parler, quand on a des problèmes. Et les jeunes, et ça faut vraiment le voir, parce que même moi je suis déjà vieux par rapport à ça, je ne l'utilise presque pas, mais dès l'adolescence aujourd'hui, il y a une utilisation de ChatGPT comme un maître de vie, comme un accompagnateur. On ne pose plus de questions à ses parents, à ses professeurs, aux prêtres, on en pose à ChatGPT. Donc cette question, donc c'est le remplacement de la prière, c'est la première donnée. Deuxièmement, la donnée de l'omniscience me paraît importante. C'est-à-dire que qui avant avait la place de celui qui sait tout, celui qui a une puissance de calcul, celui qui a cette sorte d'omniscience et de contrôle et de pouvoir absolument incroyable de tout savoir encyclopédique, pareil, c'était la place réservée au divin, au sacré, qui est remplacée par ChatGPT. Là, je parle vraiment de petites associations que je fais. La troisième, il ne faut pas que j'oublie, c'est la question morale, très importante. Qui pouvait répondre et conseiller de manière morale avant, voilà, il y avait des figures religieuses, des autorités religieuses ou des textes sacrés. Aujourd'hui, la figure de réponse morale est celle qu'on attribue à l'IA. Donc voilà, ces petites connexions simples entre, donc pas IA égale Dieu, ça j'y crois pas, c'est pas la question, mais en tout cas, l'IA remplace prend la place de cette petite béance qui est advenue au début du XXe siècle, où on a éliminé la religion telle qu'elle avait été conçue, au lieu de parce que quand Nietzsche dit Dieu est mort, tout le monde a cru que c'était la fête, on allait sortir, on allait boire, c'est super, Dieu est mort. Non, Nietzsche, quand il dit ça, c'est très pessimiste. Il dit Dieu est mort, donc il faut réinventer la métaphysique, il faut réinventer la philosophie. Genre, on a du boulot, Dieu est mort, on a du boulot, il faut
retrouver une nouvelle forme de sacré. C'est très bien que Dieu soit mort, il dit. Tout ça, c'est les anciennes religions, sont complètement bêtes, etc. C'est sa vision des choses. Il dit donc maintenant, on y va au boulot, Dieu est mort. Sauf que ça a eu un effet complètement différent. Tout le monde a cru que Dieu est mort, c'est super, on est libéré de ça. Et en fait, il se trouve, je pense, que l'être humain a besoin de cette place de sacré, que maintenant, malheureusement, comme le trône est vacant, eh ben, il y a des gens, en plus pour faire de l'argent, qui sont en train de s'immiscer dans cette place vacante et qui sont les multinationales de la tech, qui sont en train de prendre doucement cette place dans le monde occidental, puisqu'il y a d'autres sociétés quand même qui sont encore très religieuses. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je vais l'envoyer à l'abbaye. Abbaye, il faut voir, qui est quand même un lieu incroyable où les gens vivent encore soumis à une religion de manière comme il y a 1000 ans. Enfin, c'est absolument incroyable et très beau d'une certaine manière pour un athée laïque comme moi, certaine forme d'admiration pour ces moines. Par contre, ils sont plus que 40, moyenne d'âge 80 ans. Voilà, je ne parie pas sur la subsistance de ce monastère, mais je trouvais ça intéressant de faire le lien entre le besoin de sacré et la place qui est en train de prendre les nouvelles technologies. C'est clair? Absolument clair. Il y avait aussi, on a compris dans ton roman, et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça aussi, on a compris un peu que cette magnifique petite bidule qu'on peut utiliser pour découvrir tout et n'importe quoi, alors, des fois c'est assez bancal aussi, qu'est-ce qu'il nous raconte, tu as déjà touché un peu, de moins en moins, ouais. Mais tu as touché un peu en disant que elle est quand même contrôlée, et il y a des gens qui travaillent pour que cette intelligence nous donne des réponses qui ne nous froissent pas trop, qui ne nous parlent pas des attaques terroristes, décapitation, viol, maltraitance et tout ça, mais quelqu'un y éponge ça quand même derrière. Ça c'est autre chose. Il y a un personnage qui rencontre son monastère, qui est un moine philippin, qui est devenu moine alors qu'il était ce qu'on appelle les modérateurs de contenu. Moi, je préfère dire nettoyeur du web, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos que vous voyez, si vous défilez, ce geste que je pense est le geste le plus proche, un geste assez diabolique, le scroll. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez diabolique au sens de possession, il y a cette blague d'Internet qui dit « j'ai sorti mon téléphone pour voir l'heure, ça fait 1 heure que je suis sur Instagram, je n'ai toujours pas regardé l'heure ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous happe, qui vous prend, qui vous possède dans cet infini. D'ailleurs, on pourra parler aussi de ce geste infini, donc de faire défiler à l'infini. L'infini était avant quelque chose plutôt proche du sacré de la religion. En tout cas, ce nettoyeur du web raconte à Jérémie que pour avoir nos vidéos de chats ou nos vidéos de maquillage ou nos vidéos... Alors moi, c'est très simple, les vidéos, on me propose des échecs ou des meilleurs points du tennis d'aujourd'hui, quoi. Mais bon, il a compris, ce que j'aimais, c'est le mouvement d'échecs et les points de Djokovic, quoi. Alors il me propose comme ça, sans cesse, des vidéos comme ça, c'est assez basique, c'est un peu fait sur ce que j'ai regardé, mais il y a des gens qui doivent regarder tous les contenus parce que ça, les intelligences artificielles se trompent encore. Voilà, entre un film porno et un tableau de Courbet, il ne sait pas encore faire exactement la différence. Dans un bombardement d'une armée ou dans un snuff movie, c'est-à-dire ces films où il y a de la violence réelle, il ne sait pas faire la différence. Donc il faut qu'il y ait des gens qui regardent ça. Alors évidemment, dans notre monde mondialisé et où l'esclavage a été évidemment aboli, ce sont des gens souvent aux Philippines ou au Kenya, pour les 2 grands pays, qui sont payés 200 € du mois, qui regardent pendant 12 heures toutes les vidéos qui sont faites sur Terre et qui disent celle-là, ils peuvent la regarder, celle-là non. C'est-à-dire qu'avant qu'elle nous soit soumise à notre regard occidental moral, il faut que quelqu'un les regarde jusqu'au bout et dise si elles sont bonnes moralement ou pas pour nous. Et je trouvais ça très intéressant et vraiment une sorte d'exemple parfait de ce qu'est le monde. C'est-à-dire que des gens regardent pour nous des choses qui ne sont pas regardables ou pas. Et il se trouve que l'humain étant par essence, et il y a une part de mal en lui, ces gens-là regardent à longueur de journée des vidéos de chats, des vidéos de points de Djokovic ou de magnifiques coups d'échec de Magnus Carlsen, mais ils regardent aussi des décapitations, des viols, de la zoophilie, de la nécrophilie,
énormément, énormément. Ce sont des vidéos qui tournent énormément. Ce sont des vidéos qui sont faites énormément de gens qui filment leurs femmes droguées, violées par des gens inconnus. Et tout ça est filmé, tout ça est mis sur le web. Alors c'est pas et il y a des gens qui doivent regarder ça pour ne pas qu'on les regarde nous, pour ne pas qu'on y ait accès. Donc ça, c'est quelque chose de différent d'intelligence artificielle, de ces barrières morales, mais en tout cas, c'est cette moralité. Encore une fois, si c'était la machine qui le faisait, pas de problème, mais qu'on donne à quelqu'un ce que nous, on ne veut pas regarder, je pense que ça ne parle vraiment du monde, donc ça me tenait à cœur, même si c'est un passage souvent qu'on me dit dur, violent. C'est pas mal aussi, je trouve, et la littérature est là pour ça. Ce qui est bien avec les mots aussi, c'est que déjà, on peut tourner les pages si on veut, on peut lire un petit peu, les mots sont forts, mais les mots, c'est très important aussi de ne pas trop se voiler la face sur certaines choses. Donc, et comprendre c'est quoi tout ça, oui, en fait, parce que sans ces savoirs, en fait, on se rend pas compte presque une malle métaphysique qui réagit tout ça, en fait, parce que les gens qui sont derrière, eux, ils trinquent quand même notre horreur, en fait, et je trouvais ça très, très, très important, enfin, même si c'était pas directement lié avec AI, c'est lié quand même, parce que il le trie aussi, finalement, AI, elle va s'approprier de ça. Alors, l'IA, ce qui est différent, c'est que, mais alors, le problème de l'IA, encore une fois, c'est qu'ils font pas ça pour notre bien-être, hein. Ils font ça parce que s'ils conseillent aux gens de se suicider, ça va pas marcher leur business. Il faut voir que le seul intérêt de ces boîtes-là, c'est de faire de l'argent. Ils n'ont aucun autre intérêt que ça. C'est ça aussi le problème. Ils sont pas là pour essayer de nous aider dans la vie. Il faut pas croire ça. Donc le problème, c'est que ils font pas ça pour la bonne moralité des choses. Google, il disait make the world a better place. Oui. Mais donc le fait est que quand on pousse les gens au suicide, ces gens-là, ils vont pas consommer après. Donc ils le font pas pour sauver la vie humaine. Ils le font juste parce que c'est comme ça. Alors, les sites de rencontres, c'est très intéressant. J'en parle 2 secondes parce que parce que le site de rencontre a un problème moral. Le site de rencontre est là. Je suis très mauvaise libraire, j'ai pas mis les livres. Pas de problème. Les sites de rencontre, ils sont là pour faire rencontrer les gens. Sauf que le problème, c'est qu'il faut faire rencontrer les gens. Il faut que ça marche quand même un peu. Vous n'allez pas rencontrer n'importe qui. Donc, très simplement, je vous l'ai dit, ils vont mettre en tête de ces gens qui vous voulez rencontrer, des gens qui écoutent la même chose que vous sur les plateformes, qui regardent le même genre de film que vous, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça marche trop, parce que si les gens, c'est vraiment tombé sur votre âme sœur, vous vous mariez, le site, après, il n'a plus personne. Donc, c'est un équilibre entre, il faut qu'ils s'entendent, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de couples véritables qui se forment. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vraiment... là, être des psychologues de génie, vraiment, pour faire attention à ne pas non plus faire se rencontrer que les âmes sœurs. Parce que s'il y a trop de mariages, l'appli, elle baisse en utilisateur. Donc c'est un équilibre. Consommer. Voilà. Oui, mais pas que. C'est ça, parce que s'il y avait que des couples d'un soir, l'appli, les gens cherchent aussi à se mettre en couple. Il faut toujours régler. Voilà, les sites de rencontres, c'est vraiment un point de psychologie très fine et encore une fois, moi, c'est l'endroit où je me dis, mais qui arrive à penser ça? C'est absolument incroyable parce que dans les sites de rencontres, il y a eu un algorithme qui m'a passionné. J'en parle un petit peu rapidement dans le livre, qui s'appelle l'optimisation destinale, qui est un algorithme de Tinder, qui est quand vous rencontrez... Tout le monde sait c'est quoi Tinder. Tinder, c'est un site de rencontre qui vous fait rencontrer des personnes, normalement géographiquement proches. On croit tous que c'est du hasard. Il mélange les gens géographiquement proches, il vous pose... Non, il fait une sélection selon des critères très bizarres aussi parfois, puisqu'il calcule votre niveau de beauté et il essaie de vous mettre avec le même genre de niveau de beauté. Comment il calcule les critères de beauté, c'est une chose. Parce qu'ils pensent que les gens... voilà, bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas l'optimisation destinale, c'est si on est ensemble en site par exemple un rendez-vous amoureux et par exemple tu me dis comme dans la voiture, moi je suis serbe, moi, la personne que j'aime le plus, c'est incroyable, mon idole c'est Novak Djokovic. On est passé par Tinder pour se réunir, en fait. Bon, ça c'est un peu gros, mais alors par exemple, ça c'est incroyable, etc. Et en fait, c'est des choses que Tinder est capable de voir, par exemple des lieux de vacances où on est allé, par exemple une sœur qui est morte au même âge, des choses, en fait, vraiment, ils savent vraiment tout, en fait. C'est ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Vous ne le savez pas, mais ils savent tout de vous. C'est absolument impressionnant quand on a accès aux banques de données
d'Internet et de ces gens-là. Alors, c'est pas diffusé, hein, je dis pas qu'ils s'amusent, mais en tout cas, ils les vendent pour après vous proposer des achats ciblés. En tout cas, par exemple, on va être en rendez-vous. Novak Djokovic, c'est un peu gros parce que je regarde tellement de vidéos que lui, et puis bon, comme tu es serbe, c'est assez facile de voir le lieu de naissance, mais des choses absolument incroyables. Vous dire, mais attends, t'allais où en vacances? Moi, quand j'avais 12 ans, j'allais dans le Massif central, ce qui se passe dans le livre, mais moi aussi, c'est absolument incroyable. Et on se dit, c'est impossible que Tinder sache ça. Donc, en fait, c'est le destin qui a voulu nous réunir. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est des choses tellement précises que le site arrive à se faire dire, ces gens-là vont croire que c'est du hasard. Ouais, que et donc, c'est un signe destinal qui fait que souvent, les couples se forment plus vite quand on a cette impression que quelque chose du destin nous lie. Mais au fond, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que l'être humain est encore attaché à cette question du destin, finalement. Mais ils utilisent aussi notre besoin de destin. Et ils ont besoin de nous faire croire qu'on a le choix et qu'on a fait quelque chose de manière plutôt spontanée, même avec leur aide. Ouais. C'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est la manière de nous faire croire qu'on a le choix, c'est de faire intervenir le destin. Enfin, c'est des choses assez contradictoires, mais en tout cas, le fait est qu'on n'a plus aucun choix. On a de moins en moins le choix. Il faut se rendre compte, même sans le savoir, on fait des choses entièrement dictées. Mais tout a commencé avec la publicité, même bien avant. Hein. Mais là, on est arrivé à un monde publicitaire qui fait que moi, je ne m'exclus absolument pas de ce. Et je pense qu'aucun de nous ici ne peut s'exclure une fois dans sa vie d'avoir fait quelque chose en pensant qu'il le faisait parce qu'il avait envie, alors qu'en fait, on lui avait mis l'idée d'une certaine manière dans la tête. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question autour de cet roman, mais un peu en lien avec le premier roman que tu as écrit, que je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini, que j'aime beaucoup, je suis à peu près en milieu. Mais ça parle, selon moi, qu'est-ce que je veux ici, des addictions et de toutes sortes d'addictions et d'obsessions et d'addiction, tout simplement. Et le deuxième, je trouve que ça pousse un peu de logique encore plus fort, en fait, le tentation artificielle, parce que j'ai lu un peu dans le sens inversé, j'ai lu d'abord tentation artificielle et celle-là. Est-ce qu'il y a une idée d'une troisième qui va être dans le même aligné de ces obsessions modernes? Parce que par exemple dans le premier, c'est le pornographie et le toxicomanie classique, on peut dire, d'un prof et d'une actrice porno en fait. Dans le deuxième, c'est un codeur avec quelques personnages aussi. On trouve des vrais personnages aussi, comme un certain Xavier Niel qui aussi apparaît dans le roman. Je trouvais ça très intéressant que tu n'as pas choisi à inventer les personnages et à aller expliquer qui sont les financeurs de tout ça en fait. Pas que Xavier Niel, mais c'est un des financeurs de ces délires-là qui nous vient. Du coup, je me pose des questions, comme quand même il y a... c'est pas direct suite, loin de ça, mais il y a quand même une fil conducteur entre deux livres, je trouve, et je me pose des questions, est-ce qu'on aura une troisième sur quelque chose encore plus... J'espère plus que 3 déjà. Non, mais en plus, encore plus, mais comme tu as lu dans le sens inverse, mais on retrouve ces Jeanne et Nathan du roman, on les retrouve dans la tentation artificielle, ils les croisent à un moment. C'est vrai. Voilà. Ça c'est sans aucune prétention, je n'arrive même pas à la cheville, là, c'est à le petit orteil, mais le côté comédie humaine, le côté Balzac que j'adore absolument, c'est-à-dire d'écrire des romans indépendants, mais quand même de créer aussi une galaxie, un univers de personnages qui se croisent à travers les livres, ça c'est quelque chose auquel je tiens, et on retrouvera ces personnages parfois, juste on peut les croiser, ou ils peuvent avoir des places plus importantes. Ça j'aime bien parce que ça crée un univers fictionnel, et j'aime bien aussi que les lecteurs qui s'attachent à certains personnages, parce que moi, vraiment tout pour moi par des personnages, et j'aime bien les retrouver, on les retrouve, bon voilà, ça fait plaisir aux lecteurs, ça me fait plaisir, on raconte d'autres choses, on peut avoir des choses qui expliquent les romans d'avant, voilà, de créer une sorte de galaxie autour des livres, un univers cohérent, donc absolument pas des suites, mais ça se passe dans le même univers, et le narrateur, qui est une figure très présente dans les deux livres, qui est un vrai narrateur, on ne sait pas qui c'est, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui raconte ces histoires-là. Alors peut-être que plus tard, dans un autre livre, je dirai qui c'est ce narrateur, mais en tout cas déjà, c'est le même narrateur. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la même personne, il a le même humour, il parle de la même manière. Voilà, c'est très important pour moi. La figure du narrateur, je trouve que c'est une figure dans la littérature qu'on tend à oublier tellement la plupart des livres qui sortent aujourd'hui sont au jeu, mais qui est très importante, qui raconte l'histoire, qui nous raconte cette histoire. Donc déjà, les livres partagent le même narrateur, les personnages passent d'un livre à l'autre, donc évidemment, je ne vais pas m'arrêter à 2 livres, ça va continuer dans la suite. Ça, c'est une chose. Pour les sujets, et ça, je le répète, il se trouve que dans le premier livre, c'était l'addiction, donc c'est comment... On a beaucoup théorisé sur la société de consommation dans les années 80,
Et le livre essaye d'aller un peu plus loin en proposant qu'on a passé un cap qui n'est plus la société de consommation, mais la société d'addiction, c'est-à-dire que notre consommation maintenant est sous un mode, en tout cas, de l'addiction. L'abonnement et le prélèvement automatique étant l'avènement de ça, c'est-à-dire qu'on ne va plus consommer à la carte, déjà on consommait beaucoup, mais on va s'abonner et on va surtout être addict. Mais alors, évidemment, donc là je prenais, c'est le début du livre, donc oui, on a la vie d'une actrice pornographique et d'un prof de fac toxicomane et qui vont finir par se retrouver dans une clinique de désintoxication, essayer de s'en sortir et de vivre une grande histoire d'amour. Ça m'amusait de faire, souvent c'est dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on commence par l'histoire d'amour, puis ça dégénère. Donc là, j'avais envie de parler du monde actuel, de l'addiction, de la violence du monde actuel, de toutes nos addictions, hein, et pas que aux écrans et à la drogue. J'avais envie, d'ailleurs, c'est pas un livre du tout sur la drogue, c'était juste que la drogue est l'addiction la plus étudiée, celle qu'on voit le plus, mais en fait, on est en train de devenir tous drogués à quelque chose. Voilà. Et je voulais, en essayant de décrypter ça, parler de nos addictions, que toutes les personnes non droguées, et surtout les personnes non droguées, se disent c'est bizarre, mais ce comportement chez ces toxicomanes me rappelle moi d'une certaine manière avec autre chose. Et après, j'ai essayé d'écrire une comédie romantique après un début un peu sombre sur notre vie. Voilà. J'aime beaucoup aussi mêler les genres, tragicomédie et pour moi le romantisme dans son genre littéraire est quelque chose de plus ancien, un peu plus obsolète, un peu fleur bleue, eau de rose, que j'ai essayé de mettre après une sorte de vision contemporaine, ce qui est un peu différent de ce livre-là, où la vision ancienne est plutôt au monastère, où il y a les temps anciens qui viennent un petit peu. Mais les livres sont construits pareil, puisque présentation des personnages, huis clos, des intoxications monastères, et puis après, le monde d'après, vie après l'enfermement. Et donc, oui, le troisième... Alors, il se trouve que j'avais un gros projet de troisième roman pour vous répondre à la question qui me pose des soucis, mais là, ça fait 2 romans qui pour moi se ressemblent énormément, qui m'ont installé dans le monde littéraire. Je suis très content, tout va bien. Mais je me suis dit, alors c'est pas que parce que je me suis dit qu'il fallait aussi montrer que je sais faire autre chose, ou bien. Mais j'ai un besoin aussi de sortir, parce que même si j'essaie d'écrire des tragicomédies, dans tragicomédie, il y a tragique, et que ça m'a coûté beaucoup d'écrire ces livres. Même le deuxième, là, d'écrire un personnage qui est clairement fou, à lier, à la fin, on en devient un peu fou. Je passe mes heures tous les jours avec lui. Vraiment, il y a quelque chose. Et là, je me suis dit, j'ai besoin d'écrire autre chose. Et il se trouve que ça peut être intéressant que le troisième livre, je fasse un petit pas de côté. Donc, le troisième livre sera un petit pas de côté. J'ai commencé à écrire une sorte de comédie de science-fiction. Voilà, mais sur le modèle de Candide, une sorte de parabole, de conte philosophique. Beaucoup moins ambitieux sur ce qu'il dit du monde contemporain, beaucoup plus facile à lire parce qu'il y aura moins de digressions, moins d'aspects philosophiques, moins de concepts, alors j'adore ça, hein, durs à traiter, etc. Une sorte de petite parabole, plus court aussi. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, donc ça sera une petite parenthèse. Et le gros livre qui arrive après reprendra le même narrateur, les mêmes personnages, et traitera de la même manière de ce qui s'appelle, on ne sait pas exactement ce que c'est, puis à partir de quand on l'est, du complotisme. Merci. On va peut-être réécouter un ou 2 extraits de Tentation artificielle. Oui, si vous... Je vais juste mettre la caméra, je vais te donner le... Je ne sais pas ce qu'on lit, ni qui lit, mais alors, je suis ravi. C'est Clément Camard-Mercier, Tentation artificielle. Oui, non, mais qui lit Alors, qui êtes-vous? Marie gentiment qui me lit. D'accord. Vous êtes une lectrice. Donc, je suis comédienne. Très bien. Donc lectrice, bon. Mais lectrice du livre aussi, c'est ça que je veux dire. Pas lectrice comme métier, lectrice comme passion. Donc j'ai choisi 2 extraits. Après avoir dicté son rapport sur un vieux dictaphone et rédigé d'une écriture illisible une ordonnance, le radiologue s'arrêta quelques instants pour réfléchir, regarda Jérémie droit dans les yeux d'une allure paternelle et lui demanda s'il pouvait être sincère avec lui. Il acquiesça, évidemment,
Alors je vais vous dire, moi, ce que je pense au fond. Et c'est pas contre vous, attention. Vous m'avez l'air d'être un bon gars. Moi, j'étais dans l'armée avant, sur le champ de bataille. Première guerre du Golfe, tempête du désert d'abord, puis l'opération au sol, sabre du désert. Avec mon échographe, presque le même que celui-là, un peu moins perfectionné, mais ça faisait le boulot. Les Américains, à côté, ils avaient des scanners, des IRM, directement importés de chez eux, sous leur tente. Et nous, les Français, on avait ces appareils de merde, pour les mêmes blessures, hein, pour de la chair ouverte, des balles coincées dans les muscles, des os défoncés, écrabouillés, détruits, des hommes en charpie qui rentraient en 2, 3 morceaux, parfois 4. Pas pour des tendinites, quoi. Mais c'est pas contre vous, hein. Donc, moi, j'ai vu des gars de votre âge avec la moitié de leurs bras charcutés, qu'ils tenaient dans les mains pour qu'ils ne se détachent pas de leur corps. Vous croyez qu'ils se plaignaient, qu'ils hurlaient? Non, ils étaient fiers, ils ne moufetaient pas, ils souffraient, point barre. Aujourd'hui, les gens, moi, ils me font pitié. Ils ont oublié ce que c'est que la vraie souffrance. Ils sont sensibles à tout, suprasensibles même, au monde, au chagrin, à la pollution, aux maux de ventre. Vous savez ce qu'on est en train de devenir, nous, les Occidentaux? Des chochottes. Oui, des chochottes. Et pardonnez-moi l'expression, je ne dis pas ça pour vous. Je le vois gros comme une maison, notre devenir chochotte. Parce que là, dehors, ils sont tous en train de réfléchir à ce qui ne va pas, à bien analyser leur corps, la planète, les inégalités et toutes ces conneries. C'est normal qu'à la fin, ils aient mal. C'est notre destin à tous de souffrir au moins un petit peu. Ce qui n'est pas normal, c'est de n'avoir mal nulle part. Et on l'a oublié. Parti comme ça, je ne sais pas si on va réussir à survivre, c'est moi qui vous le dis. C'est la jungle, la vie. Et il y en a qui savent souffrir, eux, et qui n'attendent que leur tour pour prendre notre place. Tout ça pour vous dire que vous êtes peut-être sur le bon chemin. Oui, peut-être que vous commencez à revenir dans la lucidité, que vous entrevoyez le sentier de la rédemption en vous rendant compte que finalement, un corps, c'est pas de tout repos et qu'avoir mal, ce n'est pas forcément avoir mal. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Et dans normal, il y a mal. Une habitude, ça met du temps à se reprendre quand on l'avait perdu. Ça devrait être la routine, la base, le neutre d'avoir mal quelque part. C'est une machine complexe, le corps, hein, un bel engin, mais il ne faut pas abuser non plus sur les exigences, toujours des je veux ci, je veux ça. Voilà, ça déraille un peu, parfois, souvent. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je vous conseille, faites-en une force. Sortez d'ici en vous disant que vous avez appris quelque chose, que ce n'est pas normal d'avoir mal nulle part. C'est la vie, et il faut endurer. D'ailleurs, vous savez que Louis XIV a vécu une partie de son règne avec un sphacelle? Non, je ne savais pas. Je savais pour les fistules, par contre. Aussi, oui. Vous connaissez votre histoire, c'est bien. Et alors, est-ce que ça l'a empêché d'être un bon roi? Merci. Deuxième extrait. À quoi cela pouvait-il bien servir d'avoir provoqué une nouvelle évolution de son espèce, geste d'une beauté indicible et incontournable, si elle ne servait qu'à, au choix, devenir plus con, en déléguant des tâches qu'elle faisait antérieurement seule, dessiner, écrire, se repérer, parler une langue étrangère pour ne citer que ça, et que l'espèce ne savait par conséquent plus faire, ou créer des mots de passe et des comptes à n'en plus finir, ou noter des restaurants, ou gérer ses assurances, ou regarder des vidéos merdiques, ou s'étouffer dans des réseaux sociaux, ou vivre par le clic et l'immédiateté, l'artificialité, ou supprimer le hasard de l'événement en glorifiant les prédictions en tout genre, la météo, le pire, ou perdre du temps aussi, ou canaliser la violence nécessaire surtout. Oui, Jérémie en prenait enfin conscience. Tout semblait aller très vite, mais rien ne se passait. Rien non plus n'était plus pratique, c'était faux. Rien n'était plus rapide, c'était faux aussi. Tout était plus complexe, plus défectueux, plus cher pour un service moindre et surtout, l'individu devait maintenant faire un boulot qu'il ne faisait pas avant. Grâce à la prétendue transition numérique, il devait régir toute sa vie alors que, à l'ère pré-tech, la plupart des tâches lui incombant étaient faites par d'autres qui étaient de surcroît payés pour ça. Les bénéfices engrangés à la faveur de ces emplois supprimés
empiétant sur le temps libre et gratuit du citoyen individualisé, était bien entendu la manne financière la plus délirante de tous les temps, sans compter que les millions de formulaires qu'il remplissait allaient, eux, livrer des données, cibler ses prochains achats et finir dans les mêmes comptes en banque. Sans en négliger aucune, les minutes que la tech lui volait, elle en faisait un fric fou. Et pire, ils ne bossaient pas gratos, ils payaient pour bosser à leur place. Le casse du siècle. Allez, c'était quand même assez marrant, surtout d'y avoir contribué. Il était temps d'arrêter de s'amuser, de tourner la page, d'utiliser enfin ses téléphones pour vraiment changer le monde. Et ne lui parlez pas du métaverse, il n'y avait jamais cru. D'ailleurs, c'était un échec complet, tout le monde s'en foutait. Bref, s'il avait appris un truc au monastère, et bien qu'il ne fût pas non plus, vous en conviendrez, très drôle, ou alors à ses dépens, c'était que la déconne, ça allait 2 secondes. Oui, en ces lieux, Jérémie était tombé définitivement amoureux du sérieux. Et le sérieux, c'était la survie de l'espèce dans ce qu'elle avait de plus prestigieux et son évolution en ce sens. L'humain n'avait en définitive besoin que d'une chose, tant il était parfait. C'était qu'on l'aidât à penser justement, logiquement, ce qu'il n'était apparemment plus capable de faire par lui-même, qu'on le guidât à la construction d'une nouvelle loi morale qui ait des repères d'action lucides, l'accompagnant au quotidien dans ses choix, sans être influencé par son immémorial tendon d'Achille, si l'on excluait l'amour de l'administratif et la faiblesse physique, qui conduisait l'Occident au désastre, les sentiments. Merci. Alors, je vous montre un peu les 2 extraits. Merci de cette très belle lecture. Très amusant d'avoir choisi, parce qu'il y a deux moments du livre, et je trouve que ça, c'est très significatif et représentatif. D'abord, j'aime beaucoup faire parler on rencontre des personnages parfois. Alors là, c'est des médecins, il y a des médecins. Je tiens ça du roman picaresque, on rencontre plein de personnages et ils donnent leur avis sur la vie de ce médecin. Évidemment, ce qui permet aussi de partager les points de vue. Moi, vous l'avez compris, mon état d'esprit n'est pas de dire au lecteur quoi penser, mais c'est de le mettre face à des points de vue contradictoires. Alors aujourd'hui, on est dans une société qui refuse complètement le débat, les gens sont idéologues, pensent ça, les gens ne se parlent plus. Et voilà, donc vous trouvez dans le livre à peu près tous les points de vue sur le monde, c'est très important, justement, des points de vue à débattre. Ce radiologue a des pensées, par exemple, que je ne partage absolument pas, mais dit aussi quelque chose de vrai, comme des gens à qui on peut s'opposer idéologiquement, peuvent aussi avoir quelque chose à dire. Et tous les points de vue, quand même, méritent d'être entendus si les gens, si c'est basé sur une réalité. L'idée que la souffrance, la non-souffrance n'est pas du tout quelque chose d'habituel, c'est-à-dire que le confort qu'on a acquis, et c'est formidable grâce à la technologie, l'avancée de la médecine, etc., n'est pas quelque chose voilà, de normal. Et la souffrance peut être en fait quelque chose, si elle n'est pas évidemment trop grande, mais quelque chose qui mérite d'être habituel. Et je pense que voilà, donc ce radiologue un peu fou, fan de Louis XIV, donc ça montre un peu il a ses problèmes médicaux. Voilà, c'est ça. Mais il va dire quelque chose au personnage. À travers, j'aime bien écrire des longs monologues ou des dialogues aussi, ça me vient peut-être du théâtre. Et le deuxième passage, là, c'est plutôt le narrateur dont je vous parlais, qui encore n'est pas moi, qui a un autre point de vue sur le monde et qui va se permettre de digression et de nous raconter cette chose-là qui est très importante dans le livre, c'est celle de l'évolution. Je l'ai évoqué, mais là, je voudrais en reparler parce que le passage juste avant, je crois, où il parle, dit que l'évolution, en fait, a déjà eu lieu, on ne s'est pas redressé, etc., mais maintenant, on a un quadrilatère dans les mains. La présence dit smartphone, parce que l'intelligence artificielle, ça m'embête moins, mais téléphone intelligent, ça m'embête beaucoup plus. Voilà, le fait est que dans le métro, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est tout le temps sur son téléphone, mais il y a quelque chose quand même qui, je pense, frôle l'évolution. C'est-à-dire que notre corps a changé. Alors, c'est pas génétique encore, on ne naît pas avec ce téléphone,
Et encore, quand on voit qu'ils proposent à la vente des portes iPhone sur poussette, on n'en est pas loin. Voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire que le but du numérique et de ça, c'est de transformer l'homme, jusqu'aux questions transhumanistes, etc., qui sont abordées par le livre, mais qui sont évidemment comment on modifie l'homme. On peut le modifier à l'intérieur, avoir des puces, tout ça, c'est bien beau, mais je crois que finalement, c'est pas ça le danger, puisqu'en fait, le danger, c'est plutôt d'évoluer sans s'en rendre compte. De croire qu'on reste un corps libre, mais on ne l'est plus. En tout cas, voilà, c'est vraiment deux types, et puis toujours l'essai d'être dans le tragicomique, d'être dans le, non pas politiquement incorrect, mais politiquement varié, et qu'à la fin, ben, on ne sait pas. Ce que je pense, ça vraiment, je m'en fous. Pour moi, l'art et la politique sont deux choses qui devraient être opposées. Alors, c'est un débat qui... je ne suis vraiment pas majoritaire quand je dis ça, c'est-à-dire que l'idée de l'art, pour moi, c'est d'être de l'art, d'éveiller, de poser des questions, c'est au lecteur de les répondre. L'idée de la politique, c'est de proposer des réponses. Et c'est très bien, l'idée de politique. Après qu'il peut y avoir des connexions, l'art peut poser des questions politiques, et je pense que j'en pose. Mais pour moi, l'art ne doit pas répondre à ces questions-là, donc vous pouvez trouver des personnages dans mes livres qui vous irritent beaucoup, où vous pouvez y adhérer, mais j'essaie toujours de tout pour qu'il n'y ait pas une seule réponse à donner et faire confiance à l'intelligence du lecteur. C'est vraiment ce qui m'importe. Merci encore de ces lectures. Et voilà, un petit commentaire quand même. Je ne sais pas s'il y a des questions, on passe aux questions. On passe. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tous les invités à la librairie, parce que je vais laisser après plutôt le public à discuter avec toi, parce que ah oui, c'est la question de la librairie là. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous raconter la première librairie dans laquelle tu as rentré, dans tes souvenirs, alors pas peut-être quand tu étais petit, mais première que tu te souviens? C'est une question préparée, puisque je dis avec honnêteté, il m'a dit au téléphone, je poserai cette question, il faut que tu y réfléchisses, c'est très compliqué. Parce que tous les invités parlent de tout sauf le librairie dans lequel ils sont rentrés. Voilà. Non, mais c'était pas une librairie, c'était une maison de la presse. Alors je dis ça qui faisait un peu librairie. Alors je viens d'une époque, alors moi je suis vraiment dans l'entre-deux époques. Hein. C'est-à-dire que moi je suis vraiment... C'est-à-dire que ça va tellement vite aujourd'hui, je crois que dire qu'une génération c'est 25 ans, là on est complètement à côté de la plaque. Une génération c'est 2 ans maintenant. Tellement les choses avancent vite et passent, j'ai l'impression, voilà. Donc à mon époque, on vendait des livres tous les mois. Il y avait un truc, alors parfois c'était un avion, vous pouviez faire des pièces, mais il y avait, et c'était pas des abonnements, mais etc. Le premier numéro était pas cher, puis après vous augmentez, il y avait Maison de la Presse, plein de choses, des collections de livres. France Loisirs avait compris ça depuis longtemps, en tout cas. Je dis ça c'est important, et moi, les premiers objets livres que j'ai eus dans la main, donc c'était pas des romans, j'étais très petit, parce que c'était CE1, c'était Dragon Ball. Donc c'est très important de dire, il ne faut pas rire beaucoup avec moi de ça. Alors je parle de Dragon Ball, je ne parle pas de tous les produits dérivés ou du dessin animé, je parle de l'œuvre de Akira Toriyama en 42 volumes qui s'appelle Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, qui est une bande dessinée japonaise, un des premiers mangas, que je considère encore, avec la recherche du temps perdu, comme l'œuvre indépassable du XXe siècle. Donc, j'aime bien les écarts, moi, vous voyez. Mais c'est très important les écarts. Et tous les mois, c'était chez Glénat, je m'en souviens très bien. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est important, je crois, c'est que les enfants aient des livres dans les mains. Et alors on parle toujours de est-ce que c'est bien, littérature nulle, romance, ou je sais pas quoi, Harry Potter. À mon époque, c'était Harry Potter qu'on trouvait pas. Alors maintenant, Harry Potter est devenu un chef-d'œuvre de la littérature. Alors qu'à mon époque, c'était c'est quoi cette littérature de merde, pardon, des trucs qu'on met dans la main des enfants. Il y a eu Twilight, etc. Moi, en fait, je m'en fous. Des romans, des enfants de 12 ans qui ont des romans de 800 pages dans les mains, je m'en fous, en fait. Il a un roman de 800 pages dans les mains, et ça me suffit. Et donc, moi, ces premiers objets, c'était Dragon Ball, et j'attendais, je pense que c'était tous les mois, parce qu'ils n'étaient pas encore sortis en grand format chez les librairies, il fallait attendre, comme les séries aujourd'hui, j'attendais mon livre tous les mois, j'allais le jour même à la Maison de la Presse, et j'adorais cette Maison de la Presse. Je suis aussi de la génération, attention, des vidéoclubs. Je passais ma vie dans les vidéoclubs, j'adorais ça. Je parlais au monsieur du vidéoclub ou la dame du vidéoclub, c'est mes amis.
Et donc, cette maison de la presse, je voulais le dire, parce que, donc, c'était les premiers livres que j'ai eus, sont des livres que je relis encore. Tous les ans, je lis les 42 tomes, comme une sorte de tradition religieuse de Dragon Ball, vraiment une œuvre que j'adore, qui mélange l'humour, le sérieux, etc. Et finalement, voilà, en pensant à cette question pendant longtemps, je me suis dit, alors ce qui est intéressant, c'est la librairie, oui, mais j'ai voulu ramener ça plutôt à l'objet livre. Et que ces livres-là m'ont mis les livres entre les mains. Et je sais que sans ce mensuel, alors qui au début coûtait 1 franc, puis après ça augmentait, etc., puis après c'était 18 francs, et le côté finalement abonnement, attendre, on n'attend plus rien aujourd'hui. L'attente est absolument incroyable. La mort de l'ennui, la fin de l'ennui, la terreur de l'ennui, ça c'est aussi quelque chose qui nous viendra à bout de nous. Ça c'est le sujet du premier livre. Mais c'est pas grave quand il se passe rien. Hein. Mais aujourd'hui c'est terrible. C'est comme c'est pas grave d'avoir une tendinite, souffrir un peu, c'est un corps, franchement c'est pas génial, c'est déjà pas mal. Mais bon, et il faut pas trop en demander non plus. Donc j'attendais ce livre-là et j'allais dans cette maison de la presse. Et je crois que finalement, j'ai tellement aimé attendre ce livre, avoir ces livres, et ben que ces premières choses que j'ai eues dans la main grâce à la maison de la presse, fait qu'en attendant 2 volumes de Dragon Ball, je me suis mis à acheter d'autres choses, enfin de demander à mes parents, hein, et petit à petit, je suis venu. Moi, les premiers livres, c'était Chair de poule, ma génération encore. Plus vers 10-12 ans. Et deuxième, j'avais envie de donner un deuxième truc qui n'est pas à la librairie encore. C'est pour rendre hommage à l'éducation nationale, ou ce qu'il en reste. Des lambeaux. Des lambeaux. C'est qu'au bac français, je suis tombé sur un texte de Jean-Paul Sartre, piètre philosophe mais grand écrivain, c'est mon goût personnel. C'était Les mots. Et Les mots est un livre absolument faramineux, je trouve, où il décrit sa vocation d'écrivain. Et je suis tombé au bac français sur le texte des mots, que j'avais déjà adoré. Et c'est pour ça que je suis devenu écrivain. C'était un texte proposé par ma prof de français que j'ai passé au bac. Et donc je voulais rendre hommage à la maison de la presse et à Dragon Ball et au professeur de français. Voilà, pour répondre à cette question. Merci. Et après, je fréquentais en bon parisien Gilbert Joseph. Pareil. Des questions, peut-être? Maintenant à vous. Oui, monsieur. Moi, j'aimerais avoir plus de détails sur votre passage chez les moines. Oui, dites-moi. Alors, j'ai plus de... Donc, c'est très simple. J'ai cherché l'abbaye. Déjà, donc, je savais que ça allait se passer dans une abbaye. Donc, j'ai cherché sur Internet l'abbaye la plus proche de chez moi. C'était l'abbaye de Solesmes, donc. Donc, j'ai dit très bien. Il y avait un mail sur le site Internet. hôtellerie@solesmes. Je sais pas quoi. J'ai écrit... bonjour, j'ai envie de venir vivre dans votre abbaye. Et j'ai eu une réponse très rapidement. Venez quand vous voulez, dans l'abbaye, etc. J'ai dit, je suis disponible. Là, j'ai vu avec mon épouse, il faut garder la petite, elle est comédienne, donc évidemment, on n'a pas les mêmes horaires. On fait le planning. Et donc, je réponds en disant, je peux venir 15 jours là. Il me dit, je vous attends. Il n'y a rien d'autre, hein, pas de... qui vous êtes, pas de carte d'identité. Je sonne le jour où je dois venir à l'abbaye et il y a quelqu'un à l'accueil, mais c'est aussi une petite boutique qui vend du pain d'épices, du miel. Il dit, il faut que j'appelle le moine hôtelier. J'attends sur un banc, j'attends très très longtemps. Alors je me vois pourquoi j'ai attendu si longtemps, c'est que la personne qui vient me chercher marche à peu près à 0,5 km/h, doit avoir 98 ans, très très voûté, et me dit cette phrase qui est dans le livre, ça fait 1000 ans que vous attendez. Bon, je dis oui, mais après il me dit oui, parce que cette abbaye a été fondée en 1010. Il m'accompagne à l'église de l'abbaye et me dit, quand un hôte arrive, je prie pour lui, donc j'attends, et à l'arrière, il me dit, vous pouvez prier si vous voulez. Moi, je ne savais pas du tout faire, je restais en retrait. Il prie, je le laisse prier 10 minutes, je suis dans l'église toujours. Puis il se relève très difficilement, ça prend énormément de temps, et me fait visiter le jardin, me parle du cimetière, un peu, c'est la scène qu'on a aussi dans le livre.
m'amène dans un bâtiment plus moderne, des années 70, me montre une cellule avec un lit, une place, un bureau, un robinet. Il y a une salle de bain pour 4 cellules et me dit voilà, vous restez autant de temps que vous voulez. Et il repart. Et voilà, je me suis retrouvé là. Je me suis dit cette personne ne sait pas qui je suis, ne m'a pas dit combien je devais, ne m'a pas fait d'empreinte bancaire. J'arrive, j'ai sonné, on m'a donné un lit. Juste ça, vraiment, c'est un truc à ressentir, c'est absolument incroyable. Sur le bureau, il y a des horaires de culte, de messe. Donc je me dis, je vais quand même aller voir. Alors, le Pays de Solesmes est très connu, et je ne le savais pas parce que j'ai juste pris ça pour justement. C'est le Centre européen de la recherche sur le chant grégorien. Donc tous les cultes sont en chant grégorien, tous les cultes sont des concerts. Et c'est magnifique, j'ai écouté suite à ton livre, c'est magnifique. C'est absolument incroyable. Donc là, c'est carrément, moi je trouve ça incroyable. En fait, j'ai la liste, j'ai 5 concerts par jour si je veux, sachant qu'ils prient à heure fixe tous les jours, c'est ouvert. Et que, après, il m'a dit sur le trajet, il m'a donné les horaires et le lieu où je mangeais. Et donc, on mange avec les moines en silence. Les moines sont mis de côté, ce que je décris dans le livre. On a une table avec tous les hôtes qui sont là, des gens qu'on ne connaît pas, on essaie de deviner qui ils sont. Il ne faut pas parler pendant le repas. Il ne faut pas parler. Alors, après, c'est pas une abbaye silencieuse entièrement. On peut parler en dehors, tranquillement, en chuchotant. Le repas, on ne parle pas. Il y a quelqu'un qui lit. Le midi, il lit des textes profanes, et le soir, il lit des extraits de la Bible. Voilà. Et on mange en écoutant ça, en faisant des gestes pour avoir le sel, le pain. On est nourri. Je ne sais toujours pas combien je dois. Ce qu'on fait, je mange là. Je reste 15 jours. Donc, je vais au concert, je me promène parfois et je passe mon temps à écrire. Alors, il faut demander rendez-vous si on veut aller à la bibliothèque. Ils ont 200 000 volumes, absolument incroyables. Et j'écris sur mon petit bureau de mon abbaye, où je découvre un temps complètement nouveau, hors du temps. À un moment, j'ai envie un peu de faire quelque chose. Il y a un père hôtelier qui a une petite cellule en bas de notre hôtellerie. Et je lui dis, bon, j'aimerais bien faire quelque chose. Il me dit très bien, donc il me montre le jardin, on peut débroussailler, il y a des petits, si on sait faire un peu de ciment, etc. Donc on peut participer si on veut à des tâches. Donc moi je suis plutôt jardin, comme j'ai un jardin chez moi. Donc je me mets à tailler des rosiers, à tailler un peu une haie, à faire des choses quand j'ai envie. Il me montre où sont les outils de jardinage. Et voilà, et à la fin je dis bon je vais m'en aller. Voilà, il me dit bon c'est une donation libre. Donc vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous donnez. Ils me disent voilà, nous on estime que ça va être 10 € par jour, 10 € par jour, logé, nourri, blanchi. Quoi. Il me donne un ordre de truc, il me dit si vous n'avez pas l'argent, vous le donnez pas. Vraiment, c'est. Donc voilà, je choisis de donner évidemment un petit peu plus que 10 € par jour, et je pars. Et voilà. J'espère que tu as noté sur Google après. Je recommande chaleureusement cet établissement. Et il m'est arrivé quelque chose qui arrive aussi dans le livre, où à un moment, ce père hôtelier avec qui j'avais discuté un petit peu de ce qu'on faisait, de ce que je faisais, ils sont pas du tout. Alors là, vraiment, il y a ce qui m'a étonné d'ailleurs, parce que pas du tout essayer de vous convertir, quoi. Absolument pas. Et il me dit, à un moment, il me dit, non, mais on a parlé, etc. Là, on a un jeune qui a sonné à la porte, il a été viré de chez lui par ses parents. Vraiment, je n'arrive pas du tout à lui parler. Et est-ce que vous pourriez essayer de lui parler, de prendre 1 heure avec lui? J'ai dit d'accord, et donc j'ai rencontré ce jeune qui a été viré de chez ses parents, et pareil, qui a sonné à la porte du monastère parce que son prof d'SVT lui avait dit, écoute, tu sais pas où loger, il y a les moines à Solesmes, ils sonnent. Donc il y a encore des moines qui accueillent des gens sans carte d'identité, sans prix, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je vous ai donné un peu comme ça? Vous avez compris ce qui s'est passé avec ce jeune, pourquoi il avait été viré par ses parents? Il y a eu un divorce, c'était un beau-père, il faut dire qu'il n'avait pas l'air de... le beau-père le détestait, il détestait le beau-père. Il n'avait pas l'air non plus d'aider beaucoup de choses, il séchait un peu le lycée, je crois qu'il fumait des joints, il jouait à la console. Il y a un moment, ça a explosé, et le beau-père lui a dit de partir, sa mère ne l'a pas défendu, et le beau-père l'a viré de chez lui. Voilà, pour ça, quoi. Et donc, il s'est retrouvé vraiment à la rue. Et après votre départ, vous n'avez pas su ce qui s'est passé par la suite? Pas du tout. J'ai pas du tout su ça. Et il se trouve que j'y suis retourné à un moment. J'y repensais tellement à ce monastère que j'avais envie d'y retourner. Donc, j'ai réécrit. J'y suis passé cette fois-ci juste 4 jours.
C'était un moment où je voulais juste relire, c'est vers la fin du roman, puis ce serait bien de relire, parce que là-bas, j'ai vraiment commencé à l'écrire. C'est drôle, c'est que j'ai pas écrit la partie du monastère là-bas, j'ai écrit le début du roman là-bas. Et après, ce sont basés sur des souvenirs. J'y suis retourné, et alors là, comme un habitué, là, je connaissais tout. C'était différent. Et je pense que j'y retournerai. Tout à l'heure, vous aviez dit aussi, je ne crois pas qu'il y ait un grand avenir à cause de l'âge des moines. Oui, j'ai dit ça. Ça n'existe pas les jeunes moines, donc. Pas là-bas. Il y en avait quelques-uns, enfin, je veux dire, sur 40 personnes, je pense, de plus de 70 ans, il y avait 4-5 jeunes, entre 30 et 40, quoi. Voilà. Mais c'est... En sortir de la guerre, il me racontait, le père hôtelier, ils étaient 160 de 30 ans, quoi. Dans cette abbaye. Donc, mais c'est un endroit, je trouve, où on redécouvre une partie de la religion qu'on a oubliée ou qui n'est plus du tout, voilà. C'est vraiment une autre manière de tout ce qu'on peut comprendre ou connaître sur le christianisme. Et vraiment, ces messes, encore une fois, dont je respectais les rituels par courtoisie, qui ne m'ont absolument pas provoqué l'épiphanie divine, étaient des moments absolument incroyables de beauté. Juste de beauté, tout est chanté, c'est absolument incroyable. Voilà pour le séjour monastique que j'ai essayé de retranscrire dans le livre. D'autres questions? Oui, madame. Moi, j'ai adoré son rêve, le rêve des toilettes. Ah. Pareil, toilettes. Voilà, je savais. Envoyé à tout le monde. Ah, bah non, bah, le rêve, ok. Quand il boit son eau à 37 degrés, et puis qu'il va aux toilettes. Voilà, merci beaucoup, parce que ce passage, là, figurez-vous que la première fois que mon éditeur m'a rendu le manuscrit, il m'a entouré ce passage en disant tu ne penses pas qu'il faut supprimer ça? Ah non. L'énumération, il y a beaucoup d'énumération dans ce que vous décrivez. Oui. Bah, ça, c'est là, dans ce livre, j'ai choisi la liste. Moi, j'adapte beaucoup le style au fond du livre parce que je trouve qu'on est dans un monde d'énumération, de listes, et il y a énormément de scroll, justement, et j'ai essayé de dire quel serait l'équivalent littéraire du scroll, c'est la liste. Il y a plein de listes. Lui, quand il scrolle sur les réseaux, là, le nettoyeur du web qui fait la liste des vidéos, et qui a un peu la même manière de scroller. Mais non, ce rêve, c'est vraiment, j'avais envie que c'est une métaphore du monde. Donc oui, c'est une société dystopique qui rêve d'une société absolument formidable où tout est rentré dans l'ordre parce que les gens sont notés sur la qualité de leur sel. Voilà. Que les toilettes analysent vos matières fécales et si vous avez des bonnes selles, vous avez moins d'impôts, vous avez plus de place dans la société. Et donc tout le monde rêve d'avoir des bonnes selles et tout le monde note les selles des autres et met des likes sur des photos de selles. Voilà. C'était une manière assez drôle, mais je trouve, de parler du monde actuel. Voilà. Et c'est un rêve du personnage. Mais attention, c'est loin d'être anodin, je pense. Ah ben oui, pense à ça aussi très sérieusement. En fait. Oui, parce que lui, quand même, il faut dire que c'est un personnage absolument génial et très intelligent. Et il se rend compte qu'il y a un potentiel dans cette technologie et qu'on l'utilise pour faire des conneries, quoi. Il dit là, la vidéo de chat, les conneries, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça suffit. Et alors on pourrait croire, enfin, quelqu'un qui dit il va utiliser cet outil pour faire le bien. Mais il se trouvera que le bien n'est pas forcément là où on le pense. Oui. C'est justement ça qui m'a beaucoup intéressée dans votre roman. Alors, je suis basée du rire au pas assez régulièrement. J'ai beaucoup aimé ce changement d'ascenseur émotionnel, en fait. Ah bah merci, j'adore. Et on part du principe que Jérémy, alors c'est un gars qui est absolument antipathique au possible. C'est le héros du roman, mais il est hautement bataille. Et il est extrêmement intelligent et il veut, avec la une société parfaite. Et il est addict à une espèce de perfection quelque part. Oui. Que l'humain soit efficace, que ce soit pertinent, perfectant, le chat, etc. Et au fur et à mesure, il y a une bascule, un contre-équilibre. Même vous le décrivez dans le roman en changeant l'appellation. On n'a plus l'homme, on a Sapiens. Sapiens qui devient juste le vecteur, en fait, l'outil de l'intelligence artificielle. C'est elle qui commande, alors que c'est lui à la base qui est intelligent et qui la crée.
Et au final, c'est elle qui commande et lui qui exécute. Donc il y a vraiment ce rapport entre le cerveau qui crée et finalement le corps qui devient... Oui, il va à fond dans l'idée de la séparation du corps et de l'esprit. Alors que quand même, il y a une connexion entre les deux, mais il est à fond dans cette séparation. Mais là où c'est très juste, votre remarque, je suis très content que vous avez aimé cet ascenseur émotionnel que je recherche et que j'aime moi aussi. Donc, aussi, parfois, on écrit les livres avec ses propres goûts. Mais ce qui est le plus, là, vraiment, là où vous touchez la chose juste, c'est cette question de l'efficacité. Comme je vous dis, cette question de l'efficacité, de l'ennui, de faire des choses inutiles. L'art est inutile, vraiment, et je le répète et je le défends. Moi, le commerce non essentiel, l'appellation, pour parler de ça, parce que ça a fait... je m'engueulais beaucoup avec mes amis là-dessus, parce que le problème, c'était pas bien que les librairies soient fermées, mais de dire que c'est essentiel, non, justement, ce qui est essentiel, c'est manger, dormir, se reproduire et aller aux toilettes, justement. C'est ça qui est essentiel. Il ne faut pas dire qu'il y a et les autres, et moi ce que je trouve beau dans l'art, c'est justement l'inutilité et l'ennui et la réflexion, la promenade, plein de choses comme ça, sont des choses qui paraissent inutiles, mais moi je trouve que les choses les plus belles sont des choses qui sont finalement inutiles. La bouffe, j'avoue, les restos gastro, c'est pas mal. Quand on cuisine à la maison, c'est pas mal. Il y a un truc, on a réussi à rendre ça... Voilà, c'est quelque chose d'utile, mais qu'on a transformé parce que je trouve que la beauté de Sapiens, justement, à la différence de ses cousins animaux, quels qu'ils soient, même les plus évolués, c'est de faire des choses inutiles et de transformer des choses apparemment anodines en beauté. Et finalement, il se fait avoir à son propre jeu parce que pour moi, il a une bonne idée au fond. À un moment, il a une bonne idée. Et moi, je voulais que le lecteur se dise « Ah, c'est pas mal », c'est-à-dire qu'on arrête les conneries. Mais donc, on arrête les conneries, en gros, de passer 2 heures à scroller des choses inutiles qui ne nous apportent rien. Ça, on peut dire que c'est des conneries. À la place, on peut faire plein d'autres choses. Et le problème, c'est qu'il dit non, en fait, tout doit être utilisé à sa pleine capacité. Et ça, c'est vraiment une idéologie MAGA. C'est une idéologie des nouvelles technologies à fond. C'est-à-dire qu'il y a une chose et que le progrès est forcément, quel qu'il soit, quelque chose de positif. Et que plus le progrès et la nouvelle technologie sont en train d'être mêlés, plus on va parler en termes d'efficacité, en termes qui sont purement algorithmiques. Parce qu'un algorithme, c'est très bien. Une calculette, c'est très bien. On fait notre calculette, là, la caisse automatique, on ne perd pas trop de temps. C'est vrai que le client, bon. Et encore, on pourrait faire à la main. Au marché, j'ai un vendeur de fruits, un maraîcher, il calcule à la main, se met des plombes, il y a une queue. On a envie de lui dire, prends une calculette, quoi. Mais en même temps, il y a un truc que je le vois faire, on se demande vraiment pourquoi il ne prend pas une calculette. Mais bon, on discute dans la queue, on parle avec des gens, et puis c'est habitué. Et puis tout le monde va réacheter sur les légumes, c'est les meilleurs de toute façon. Bon, non, mais c'est un exemple pour dire, voilà, il y a cette question de l'efficacité, faut faire attention. Et que je pense que l'efficacité, c'est vraiment pas une qualité humaine, et c'est vraiment bien que ça ne le soit pas, et qu'il faut faire attention à rendre tout le plus efficace, le plus rapidement. Voilà, là, on va commencer à penser comme une machine. Parce que la machine, elle va résoudre un problème le plus rapidement possible, c'est simple. Je veux dire, trouver du travail à des chômeurs, c'est plus compliqué que de les tuer. Hein. La machine, elle va choisir de les tuer. Si vous ne leur donnez pas de barrière morale, vous dites, j'ai un problème, j'ai 10% de chômage, j'ai pas de travail. Alors, vous pouvez réfléchir un petit peu, c'était bon, comment ça se fait, est-ce qu'il ne faut pas réindustrialiser la France, retrouver des travaux, baisser le temps de travail, augmenter le temps de travail, quel que soit votre bord politique, je m'en fous, mais vous réfléchissez à quoi faire de ces chômeurs. Une machine algorithmique, si vous ne lui laissez pas de démoro, elle dit il y a un problème, il tue, voilà. Enfin, les animaux en meute, alors il y a des gens qui disent que les loups, alors oui, les loups, ils nourrissent les vieux, ils les mettent au milieu de la meute, il faut faire attention à ça, c'est... Quand l'humain vient à dire, regardez, les loups font ça, on devrait faire pareil, c'est qu'il y a des problèmes, hein. C'est un problème avec l'humanité. Mais globalement, un animal qui boite va être abandonné par son troupeau. Point barre. C'est-à-dire, il y a peut-être des exceptions, etc., mais il faut arrêter d'essayer de trouver des exceptions. C'est à nous de changer plutôt que d'essayer de dire non, mais même les loups font ça. Non. Donc, je veux dire, voilà, la question du boiteux dans le troupeau, la machine, elle va réfléchir très simplement. Le boiteux, il faut l'abandonner. Mais c'est vrai. Si vous réfléchissez en efficacité, je suis désolé, il faut abandonner le boiteux. Les vieux en EHPAD, ma grand-mère, il faut la tuer tout de suite. Elle est allongée, elle répète le mot comme cette dame
dans le livre. Je veux dire, je vois pas pourquoi, mais elle n'a pas demandé d'être tuée, et que, je sais pas, ça se trouve, elle rêve, elle a des beaux rêves, etc. Elle mange un corps. Enfin, je veux dire, une machine vous dirait de la tuer tout de suite. Ça n'a aucun sens de maintenir, et en plus, on la maintient pas. Elle est au monde, elle est juste. Bon, bref. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on pense dans ces termes-là, c'est pour ça que c'est important que je reparle de sapiens, c'est-à-dire de notre nom animal, parce qu'on redevient, il y a une part animale et on est peut-être, quelles que soient les croyances, mais moi j'aime nous voir comme évidemment un animal doué d'intelligence, etc. Et que c'est beau aussi de ne pas ressembler aux animaux. Et que l'on soit des animaux n'enlève pas le fait si on a la capacité de ne pas se comporter comme les autres animaux, il faut l'utiliser. La machine, aussi intelligente soit-elle, nous ramène à un stade animal. Voilà un peu pour répondre, commenter votre commentaire. Oui, madame. Ce que vous venez de dire, là, en fait, vous parlez de la machine qui va choisir d'éliminer un boiteux, voilà, qui va trier, en fait. Mais ça rappelle aussi l'humain. Tout à fait. Dans les plus graves de l'histoire, les plus sombres de l'histoire, le nazisme, par exemple. Oui, mais... Enfin, voilà, c'est très dictatorial. Mais que l'IA nous rappelle le nazisme, c'est inquiétant. Hein. Quelque part, enfin, mais j'ai envie de dire... C'est une forme de dictature qu'on cherche à nous imposer. Vous parliez des MAGA, on sent aussi qu'ils veulent vraiment entrer chez nous, en Europe. C'est vraiment... ils y sont. Ils y sont, mais encore plus, quoi. Ils veulent nous persuader que c'est... Oui. Et ils y arrivent. Hein. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas de cette génération sur l'IA, tout ça. Je ne sais pas, enfin, je m'y intéresse, mais oui, on sent bien comment les pister sur Facebook et tout ça. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les plus jeunes, comment eux, ils interprètent tout ça. Mais les plus jeunes, moi, je crois que les jeunes, vraiment, il y a une détresse adolescente, il faut vraiment se rendre compte. Là, on parle de complètement autre chose, mais il faut le dire. Non, mais quelque part, c'est lié aussi. Ah, mais c'est pas lié, c'est évident. C'est ça, il y a... C'est une conséquence. Oui, mais là, les adolescents sont complètement perdus. Ah oui, c'est ça. Complètement. Et... Ça va trop vite. Oui, mais même, de toute façon, maintenant, dès les... Oui, puis malgré tout, l'écran, là, je parle à la maîtresse de ma fille, le taux d'intention des enfants, de l'écran jusqu'à l'IA, l'IA comme confesseur, de l'écran à 3 ans, tout ça est un peu lié et fait que nous sommes dans une bascule anthropologique, évolutive, qui me paraît très... Mais je vous assure que j'en parle, je vois des adolescents aussi, etc. Et quand je disais que les générations changent tous les 2 ans aujourd'hui, c'est pas faux. C'est-à-dire que... Mais j'ai envie de dire aussi, les ados, c'est le problème. Mais par exemple, mes parents qui n'avaient pas de smartphone, qui n'avaient pas de machin, etc., là, ils viennent d'en prendre, ils sont retraités, ils ont l'impression qu'ils sont plus addicts que les ados aussi. Il y a un truc aussi, ce truc, quel que soit tout le monde peut tomber dedans aussi. Hein, quel que soit l'âge, etc. Le problème de l'adolescence, c'est qu'il est en mode de construction très très important. Il découvre en plus son corps avec des problématiques très très importantes de découverte du monde. Quand mes parents retraités, c'est pas grave, ils se font avoir, ils sont là. En plus, ils perdent un temps fou, comme dans le truc, c'est vrai. Et prendre les billets, les machins. On a l'impression vraiment que ça leur prend plus de temps qu'avant. Il fallait se déplacer à un guichet ou un truc, parce qu'en plus, ils comprennent rien, puis on se fait avoir, puis ça va trop vite. Enfin, bon, puis tout ça est mal foutu. De toute façon, c'est fait pour dépenser du fric. Mais je veux dire, je pense qu'à tous âges, on est vraiment une cible privilégiée des addictions. Mais le problème de l'adolescence, c'est qu'il est très fragile et qu'il n'a aucune barrière et qu'il est en train de concevoir la réalité. Et ça, c'est une catastrophe. Et pour revenir à nos amis les nazis, non, mais le lien... Bon, après, la chose de nazisme aussi, c'est qu'il y a cette obsession antisémite et il y a les handicapés, etc. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que dans la volonté d'exterminer les Juifs, il y a une volonté vraiment qui, pour moi, est plus idéologique. C'est-à-dire, en gros, il ne peut pas y avoir 2 peuples élus sur Terre. Et donc, c'est des concurrents directs à la race aryenne. Parce que même les Juifs pas handicapés, voire très intelligents, ils les tuaient, ils les interdisaient. Et après, c'est vrai qu'il y a une volonté. Donc ça c'est autre chose, je dirais. Mais toute la volonté hygiéniste, c'est-à-dire on tue les handicapés, etc., tous, et expérience sur le vivant, sauf que, étrangement, les nazis, ils revenaient à une conception raciale de l'humain, et finalement à une conception animale
de l'humain, puisque donc, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est logique que des gens qui se remettent à penser aux races humaines nous font revenir à une pensée animale. Et que finalement, moi je ne fais pas de parallèle, c'est pas IA égale nazi, d'ailleurs laissons aussi les nazis là où ils sont, parce que maintenant tout le monde est nazi, tout le monde est le nazi de l'autre, on est tous le facho de l'autre, toi t'es facho, moi je suis facho, les fachos, il est super facho, on est tous fachos, formidable. Mais en tout cas, à partir du moment où, je crois, on se met à penser en termes d'efficacité, les nazis étaient très forts. Administration, hein, administration, il y a l'administration nazie, l'administration française d'aujourd'hui, l'administration nazie, ils étaient presque aussi obsédés que nous, quoi. Je veux dire, il y avait beaucoup de millefeuilles. Je dis ça, c'est que dès qu'on se met à faire trop d'administration aussi, c'est qu'on file un mauvais compteur. En France, je veux dire, ce truc, ça fait 50 ans qu'ils doivent alléger l'administration, ils ne font que l'augmenter. Et bizarrement, ça vient avec le numérique. Je dis ça, ça pourrait être complotiste. Mais je fais des liens rapides. Mais en tout cas, oui, il y a un lien. On peut faire le lien avec l'humain, mais moi, je pense que... Et encore une fois, le problème, c'est pas l'IA, le problème, c'est l'humain. Moi, je m'en fous de l'IA. L'IA, elle va très bien. Enfin, je veux dire, là où vous dites, mais les humains font aussi ça, oui. Moi, j'essaie de faire des romans humanistes et moralistes. Moraliste, c'est pas moralisateur, hein, moraliste, c'est-à-dire d'essayer de prendre la photographie d'une époque et d'une pensée d'une société. Et la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est l'humain. Enfin, j'adore les oiseaux, tout ça, le réchauffement climatique, c'est terrible, etc. Mais je pense que c'est en changeant l'humain et sa pensée profonde qu'on va réussir à résoudre les choses. Je pense que tous les problèmes viennent de l'humain. Donc c'est normal que... Non, c'est pas l'IA toute seule qui s'est dit, tiens, je vais lui vendre des conneries. Je veux dire, c'est l'humain qui a pensé à créer l'IA pour nous vendre des conneries. Et j'ai envie de dire qu'on est rentré aussi assez consciemment et volontairement dans tous ces délires aussi. Ah, on est tous un peu, on collabore tous que le système marche. 100% responsable. Ouais. Moi, le premier, c'est tout. Il faut arrêter de dire, à part si vous avez pas, non, ceux qui arrivent à résister, parce que le smartphone, ils essaient vraiment, je veux dire, c'est terrible aujourd'hui. Moi, j'avais un ami qui était le dernier résistant, moi j'ai mis longtemps aussi, mais là, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir de banque, il ne peut plus avoir de tickets, il est tellement acculé. Il dit là, mais je suis obligé. Et maintenant, il a dit, il s'est dit, je vais le prendre pour la banque. Paf, il est tombé dedans. Mais vraiment. Il parle à ChatGPT, quoi. Il y a un an, il était anti-smartphone et la banque l'a mis dedans parce qu'il ne pouvait plus. Avant, il avait un fixe et la banque lui envoyait un code par fixe pour l'achat Internet. Et maintenant, il disait, on ne peut plus. Il faut un téléphone. Voilà. Donc, il n'a pas changé de banque, il a pris un téléphone. Mais... Il va tuer sa mère. Est-ce qu'il y a encore de questions? Après, on peut discuter plus... Moi, je voulais savoir, parce que le livre se finit pas, enfin, je veux dire, on n'a pas une histoire comme ça qui s'arrête. Et est-ce que, comme vous dites que théoriquement, on peut retrouver les personnages dans les livres qui vont suivre, est-ce que ça va être juste une apparition comme ça, ou est-ce qu'on en saura un petit peu plus sur... Vous en saurez un petit peu plus sur plein de choses, sauf sur la fin. Non, je tiens vraiment aux fins ouvertes. Ça va dans la continuité de ce que je disais. Pour moi, si on finit, on ferme et on délivre un message. Et j'ai envie que le lecteur, la lectrice, termine le livre. Je vais jusqu'à un point qui est pas loin d'être final. Et après, alors évidemment, ça laisse sur la fin parce qu'aujourd'hui, on a envie des choses qui se terminent, des choses expliquées. Voilà, j'ai pas tout compris la fin. Je dis, mais si, à chaque fois, les gens me disent, mais j'ai pas tout compris, alors qu'est-ce qu'il faut? Vous avez tout compris. C'est juste que vous devez faire la suite, que vous voulez. Moi, je vous emmène à un point et je vous laisse. Ah, moi, ça a été ça. Voilà. Quand j'ai terminé le bouquin, j'étais lâchée. J'ai pas compris. Mais parce qu'il n'y a rien, donc ça c'est parce qu'on a perdu l'habitude des fins ouvertes que je chéris, c'est-à-dire c'est des fins ouvertes, c'est-à-dire que on n'arrive pas tout à fait je ne boucle pas là, on ne sait pas qui est le. Alors je pourrais pas faire des bons polars parce que je dirais pas qui est le meurtrier. C'est juste le côté frustrant où c'est vrai que moi j'étais d'accord, le côté ascenseur émotionnel où à la fois on déteste et en même temps
on a pitié quand même à ça, certains c'est bien, moments. merci. C'était et aussi j'ai ri en même temps. J'étais en fait, il y a des moments j'avais l'impression de broyer le bouquin en me disant c'est horrible. Et puis en même temps je dis mais oui c'est tout à fait ça ce qui se passe. Et en fait c'est on a peur pour notre suite à nous quoi. Oui. Et j'ai des enfants, j'ai peur aussi pour mes enfants voilà. Oui. Et c'est vrai qu'à la fin j'étais là, j'aime beaucoup les livres qui justement nous laissent encore imaginer la suite. Donc ça c'est vrai qu'à la fois ça me plaisait et en même temps je crois que j'avais besoin d'être rassurée un peu plus. Et j'aurais aimé. Et c'était ça qui était très frustrant à la fin en me disant, en fin de compte, non. En fait, même à la j'ai eu, pendant un moment, je me suis même dit, peut-être qu'en fait, c'est juste un rêve, comme son caca, etc. Je dis peut-être qu'il a juste imaginé tout ça. Peut-être qu'il est fou. Mais c'est une possibilité. Hein. Je pense que je vais rester là-dessus. Voilà. Non mais pourquoi j'aime les fins ouvertes? Parce que la fin, c'est pas à vous de la faire et de l'imaginer, parce que vous ne saurez jamais. Moi, je sais la fin. Je vous demande pas d'imaginer. Enfin, vous pouvez choisir la vôtre, etc. Mais la fin du livre, c'est votre vie. C'est en sortant d'un livre, qu'est-ce que ce livre a changé dans ma vie? C'est pour ça que je veux pas fermer la chose en disant c'était juste. Je veux pas écrire juste un livre. Moi. Je veux écrire des choses et après, mais ce que vous voulez. Ça peut être ce que vous voulez, mais la fin, c'est pas à vous. Vous pouvez dire Jérémie était en fait fou, etc. Heureusement. Donc ça, c'est la fin, mais aussi j'ai envie de dire, la fin, c'est à vous. C'est pas à moi de vous dire la fin parce que c'est à vous de vivre, d'essayer de voilà. J'aime le divertissement. Le livre est un divertissement. On doit rire, on doit pleurer, on doit être un peu addict au tournement de page, etc. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a aussi qu'est-ce que ce livre a mis en moi. Et dans la fin ouverte, j'ai l'impression que, en frustrant un peu le lecteur ou la lectrice, j'ai l'impression que ça lui laisse plus de marge. Mon livre va avoir plus la place de changer sa vie, de changer ou d'amener une réflexion. Moi, c'est ça changer. Hein, c'est pas changer. C'est juste de dire je vais décentrer mon regard d'un micromillimètre. Moi, ça me suffit. J'ai fait mon boulot. En fait, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui vous parlez des adolescents. Moi, je vais pousser mon fils, le plus grand en tout cas, à lire. Attention. Ça ouvre l'esprit, c'est-à-dire que ça pose des questions et ce qu'ils ont besoin, c'est de se poser des questions. Ça interroge. Mais moi, je suis très. Et le but, c'est d'avoir cette interrogation qui est la réponse à la fin. Non, parce que il va se poser des questions, il va aller ailleurs. S'il se pose des questions sur l'IRA, il ira lire Eric Salin. S'il se pose des questions sur comment j'ai tué ma grand-mère, il ira lire un guide d'anarchiste. Tu peux demander à ChatGPT, GPT aussi, c'est des techniques. Non, mais c'est surtout qu'il y a toute cette problématique. On travaille sur la problématique humaine, qu'est-ce que c'est que d'être humain, comment on réfléchit, parce qu'au final, c'est comment lui réfléchit tout le temps. Et il y a un moment où il y a cette cassure, c'est-à-dire que d'un seul coup, il ne réfléchit plus comme nous, le lecteur. C'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a la cassure. Moi, je n'ai pas compris, il tue sa mère, c'est le moment où il y a, je me dis, mais je comprends plus, et je le comprends plus. Alors qu'avant, je pouvais le comprendre. Moi, j'ai un neveu qui travaille pour le chat maintenant, et qui a cet esprit. Il est codeur, il a cet esprit de codeur, et on a l'impression qu'il a une vie de codeur, quoi. Bon, il n'est pas aussi riche que lui, c'est pas la même chose, mais ils ont cet esprit-là qui est très particulier de mathématicien. Et en fait, il y a cette cassure. On oublie cet esprit de mathématicien pour devenir pire que ça. Oui, pire, voilà, ça voudrait dire pire dans le niveau pas bien, mais bon, dans un repère moral qui voilà, appartient à nous. Moral, Oui. Se questionner sur cette fêlure qu'on a tous. Oui. On l'a quelque part. Bah oui. Puis lui, en plus, je lui ai donné des fêlures personnelles. C'était important de le rendre humain, d'avoir des problèmes de deuil. Comment on peut résister à cette fêlure? Je pense que c'est ça, être humain. C'est résister aux fêlures. C'est sûr. Mais c'est très bien que vous le fassiez lire aux jeunes. Mon premier livre, on m'a fait... En gros, les gens ne veulent pas vendre ou veulent pas me faire... J'ai fait une rencontre en lycée avec mon premier livre. J'ai eu des parents d'élèves qui m'ont dit, il y a quelques scènes au début de tournage de films pornographiques. Ils avaient 16 ans, les lycéens. Je veux dire, aujourd'hui, à partir de 12 ans, il y a 1 heure de consommation de porno par semaine, en moyenne. Et c'est refusé, déjà pour les parents, en fait, ils veulent juste ne pas croire que leurs enfants, alors que faut se poser des questions. Et je trouve que justement que la littérature, leur montrer que la littérature s'empare aussi des sujets qui sont les leurs, c'est très très important. Et souvent, on veut protéger les enfants de la violence de certains livres, quand justement j'ai l'impression que les livres, c'est la chose qui peut être violente.
parce que c'est quelque chose où il y a quand même une distance. C'est quand même des mots, on a quand même un livre, on peut le fermer. Ils regardent des horreurs sur les écrans, ils regardent de la pornographie horrible, etc. Et quand on écrit un livre là-dessus, mais je vous assure, j'ai eu des parents d'élèves, il y a eu des parents d'élèves, j'étais invité dans un lycée parce qu'ils avaient le prof, formidable prof, qui avait choisi ce livre pour le faire étudier en classe. Je trouvais ça incroyable, terminale, première et terminale, hein, donc c'est bon. Et les parents d'élèves qui ont essayé, un groupe de parents d'élèves qui ont essayé de faire interdire ma venue, quoi. C'est très bizarre. Et donc voilà. Donc merci de le faire lire à vos enfants. Les personnages de Jeanne et Nathan, je les ai adorés. Le monde est très dur, hein, leur monde est... Mais les personnages, ils sont... Mais par contre, il y a une fin quand même, dans celui-là. Vous dites que vous aimez bien... Il y a une fin pour vous? Pour moi, bah oui. Oui, non, mais il y a... Pour les personnages, on sait comment... On dit pas trop parce que certains... Attention, on est au milieu là, attention. Non, mais ça, si vous voulez, on pourra s'en parler tous les deux. Parce que... Oui, on va... je vous dirai pourquoi il y a... Alors, vous l'avez vu, c'est-à-dire que vous l'avez choisi. Mais... Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut continuer à discuter à côté un petit apéro. Oui. Moi, je voulais poser la question s'il y a moins de lecteurs. En général, si les gens, à cause de l'intelligence artificielle, lisent moins de livres. C'est pas à cause de l'IA, ça vous pouvez être sûr. C'est à cause des téléphones, des écrans. La baisse de la lecture, ça a commencé avec la télévision, et ça s'est accentué avec Internet, et ça a encore diminué avec le smartphone. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui lisent. Le lectorat, simplement, disons-le très simplement, 70% ce sont des femmes de plus de 60 ans. C'est majoritairement, nous avons des études. J'ai moins de 60 ans. Oui, mais je veux dire, ça ce sont des études, je vous donne des études. Il se trouve aussi qu'il y a un effet de masse qui se produit, c'est-à-dire que maintenant, il y a très peu de livres qui se vendent beaucoup, mais en fait, ils se vendent énormément. En gros, il y a des livres qui ne se vendent pas du tout et des livres qui se vendent énormément. L'entre-deux est devenu très, très compliqué. Il y a des effets de mode, etc. Sur un livre, il y a énormément de gens qui vont acheter le même livre. Tout le monde va suivre une chose. Il y a 10-15 ans, il y avait plein de livres qui se vendaient à 10 000 exemplaires. Là, il y en a beaucoup moins. Donc maintenant, non seulement il y a moins de lecteurs, le lectorat est très vieillissant, il faut le dire, donc c'est-à-dire que les jeunes lisent moins. Évidemment, il y en a plein qui lisent. Là, je vous donne des statistiques pour répondre à votre question de manière pragmatique. Le lectorat est de plus en plus âgé, les jeunes lisent moins, et le lectorat lit de plus en plus la même chose. Donc ça, c'est aussi un autre problème parce que il y a de moins en moins de livres qui se vendent. Mais il y a de plus en plus de livres qui font énormément de chiffres. Donc les livres qui ont été primés, par exemple, le prix Goncourt, tout ça. Non mais Goncourt, ça marche. Là, on parle de prix Goncourt, ça marche encore. Les gens, le prix Goncourt, il vend 400 000 exemplaires, point barre. Voilà. C'est des logiques encore qui marchent en France. Les gens l'achètent pour Noël et ils l'offrent. Et ils le lisent, le prix Goncourt, c'est ça. Mais c'est très bien, mais il y a des prix qui marchent. Le Fémina vend 50 000, le Renaudot vend 150 000. Je veux dire, il y a des chiffres, il y a des moyennes, les prix. Mais ces livres-là, voilà, maintenant, il y a les prix qui vendent et il y a des... mon nom est Elisabeth, un succès là, de cette fille qui a parlé de la lobotomie de sa grand-mère. Ah, j'ai pas... un livre qui a été très connu d'un coup, sorti en février. C'est bien, je vais noter. Il s'est vendu d'un coup à 150 000. Voilà, parfois, il y a des sortes de miracles qui arrivent, mais dès qu'il y a le miracle qui est enclenché, vous vendez beaucoup, et le reste ne vend pas du tout. Donc, le problème, c'est que les gens lisent moins, problème, et que les gens lisent tous la même chose. Deuxième problème. Ne pas l'oublier dans le problème. Si vous voulez poser une question. C'est par rapport à la tentation artificielle. Donc, vous revenez sur l'idée du progrès qui est forcément vu comme quelque chose de bon. Et dans le livre, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant qui était il y a une opposition qui revient souvent entre le temps circulaire et le temps qui avance tout le temps, c'est-à-dire qui est linéaire en fait. Et entre cette espèce de parenthèse dans l'abbaye de Solesmes et à côté le progrès qui doit avancer, mais qui finalement revient sur une espèce de boucle avec vous parliez du passage du biologique à la silice, puis qui revient à l'intelligence biologique, etc. Et je voulais avoir peut-être votre avis sur... Mon avis sur le passage et sur
Pourquoi une opposition comme ça entre le circulaire et le linéaire? On va dire parce que la ligne et le cercle s'opposent. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que les moines ne sont pas la solution non plus. C'est ça qui est important. Hein. On ne peut pas être tous moines. C'est pas une puis c'est pas une solution non plus de s'enfermer, de vivre, etc. Voilà. Et je pense que c'est pas une solution non plus d'avancer tout droit. Voilà. Donc encore une fois, pour revenir un peu, en fait, ma réponse va être plutôt sur cette question du débat aussi, cette question de la circulation des idées, sur cette question justement où aujourd'hui, en gros, c'est des lignes qui affrontent des ronds. Et on a un problème. Alors que il y a quelque chose qui s'appelle la spirale. Non, mais il y a d'autres choses que cette temporalité. Là où j'ai l'impression que vous touchez quelque chose que j'ai voulu dire dans le livre, c'est la radicalité de l'idéologie. L'idéologie du cercle et de la ligne droite sont deux radicalités totales. Le cercle est quelque chose de cercle. C'est-à-dire c'est une figure qui n'existe pas dans la réalité, une figure mathématique, conceptuelle, qui fait que on revient toujours à son point de départ. La ligne parfaite est une figure, pareil, mathématique, inventée, et qui est encore une idéologie pure. Alors, les mathématiques, j'adore ça, c'est formidable, et ça vient du monde réel, puis ça a eu évidemment des conséquences en physique qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire que la physique, qui est l'étude de la nature, en gros, des lois naturelles, prend ses outils dans un monde imaginaire qui est les mathématiques. Mais ça, c'est magnifique. La physique, moi, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous entre disons, l'admiration, l'étude de la réalité qui est mêlée à le concept de l'homme. Parce qu'il y a la religion, mais il y a aussi les maths. Il y a des choses qui sont uniques aux humains. Et c'est ce mélange qui est absolument formidable. Et voilà. Et c'est-à-dire que finalement, notre ami, il est sur un cercle, il est sur une ligne, il va dans un monde fermé, et au lieu de mélanger la ligne et le cercle, il dit « Ok, ce monastère, ça raconte quelque chose du monde, donc je vais me transformer moi-même », il dit « Ah non, mais en fait, je vais radicaliser ma ligne ». C'est aussi comment, finalement, on se laisse embrigader dans des visions totalitaires, idéologiques, quelque bord politique que ce soit, et que c'est très bien d'avoir une opinion, et c'est très bien d'avoir une pluralité des offres politiques, mais ça ne peut vivre aussi que dans une circulation d'idées. Et la ligne et le cercle sont pour moi deux oppositions très franches. Voilà, en gros. Et puis pour le silicium, voilà, mais ça c'est l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un devenir machine à l'humain très clair. C'est-à-dire que, et ça c'est très important dans le livre, et on va terminer là-dessus parce que j'aime toujours terminer sur une note positive. Donc je voulais vous dire que la seule chose qu'on sait, vraiment, c'est que dans 5 milliards d'années, approximativement, le Soleil s'éteindra. Donc le Soleil va s'éteindre, il va aspirer tout le système solaire, la Terre et toutes les planètes. Alors Elon Musk il veut bien aller sur Mars, mais en fait ça ne va pas nous avancer. Hein. Tout va disparaître. Tout ce qu'on n'aura jamais fait va disparaître à jamais, avec l'étinction du Soleil. Voilà. Merci. Mais pourquoi je dis ça? Pour moi c'est optimiste, c'est-à-dire mais vivons. Voilà. Et buvons. Et buvons, et achetons les livres, et... Merci d'être venus si nombreux dans cette magnifique librairie. Merci de l'accueil. Merci à toi d'avoir venu. Merci d'avoir lu le livre. Voilà. Et je veux bien, si vous voulez, des cœurs. Si possible. Des cœurs et des lignes. Des emojis. Est-ce que tu veux que je te sers un peu? Oui, parce que j'imagine que tu as soif. Voilà.
separate. The core residue, still traveling in old orbit, but too small to reflect much light, finally disappears. In the unresisting near vacuum of